bienvenue, c'est parti pour ce débat, le premier consacré à une compétence régionale. Et oui, nous allons parler emploi et formation. Comment aider les chercheurs d'emploi à travailler à Bruxelles? Comment aider les employeurs de la capitale qui peinent à recruter? Et puis, quelle offre de formation dans notre ville-région? Quelles aides régionales aux entreprises? 6 candidats vont débattre pour vous éclairer. Ces 6 candidats, eh bien les voici. Alexandra Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour le parti Défi. Francis Dagrin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes, candidat pour le PTB. Barbara Tract, bonjour. Vous êtes candidate pour le parti Écolo, après avoir siégé au gouvernement. Alain Deneve, bonjour. Vous êtes, candidat pour le parti Les Engagés. Myriam Amrani, bonjour. Vous êtes candidate pour le parti Socialiste. Et Olivier Willox, bonjour. Vous êtes candidat pour le MR. 6 candidats qui vont donc exposer leurs idées, leurs programmes en matière d'emploi, de formation, et un journaliste qui va vous écouter, analyser vos propos et pointer à la fin du débat ce qu'il faut en retenir pour éclairer nos téléspectateurs. Bonjour, Geoffroy Fabré de Vivacité, on connaît votre voix, on voit votre visage. Comment allez-vous observer nos 6 invités aujourd'hui? Eh bien, de loin, déjà, je vais écouter ce qui se dit. J'ai mon bloc-notes, je vais noter, voir s'il y a des prises de bec, des points d'accord, des points de désaccord, voir un petit peu l'ambiance générale aussi de ce débat, voir s'il est tendu. Pour le moment, l'atmosphère est très détendue, je vous rassure. On verra si ça va se poursuivre. Et donc, en fin de débat, je reviendrai vers vous avec les éléments qui m'auront marqué, que j'aurai notés. Et je viendrai vous expliquer tout cela à la fin de votre débat. Eh bien, rendez-vous dans 85 minutes avec Geoffroy Fabré de Vivacité pour le débriefing de ce débat qui débute. Mesdames, messieurs, pour éclairer les téléspectateurs, 6 parties, des points peut-être de convergence, on verra s'il y en a, mais aussi des différences. Et je vais vous demander à chacune, à chacun, une mesure qui figure dans votre programme, une mesure en matière d'emploi, de formation et qui vous différencie des autres. Vous avez gagné le tirage au sort, Olivier Willox, pour l'EMR, le mouvement réformateur. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre programme qui ne figure pas dans les autres programmes régionaux? Alors, je n'ai pas lu tous les programmes des autres partis, je dois l'avouer. J'ai déjà lu le mien, puisque ça fait 2 mois que je suis arrivé. En substance, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on fasse en sorte que... J'ai lu la déclaration de politique générale la fois passée, il y avait 170 pages, il y avait essentiellement des moyens. Je pense que ce qu'ici, il va falloir vraiment faire, c'est qu'on s'engage sur des objectifs tous ensemble, notamment en matière d'emploi, taux d'emploi, taux de chômage, et qu'on fasse en sorte que la politique change à Bruxelles. Alors voilà, vous avez résumé en moins de 30 secondes. Même exercice pour vous, Alexandra Philippe, pour le parti Défi, une mesure en matière d'emploi, formation. On rappelle, c'était une compétence de votre ministre. Que mettez-vous dans votre programme pour le parti Défi? Vous l'avez dit, nous on avait monsieur Claire Failly qui était ministre de l'Emploi. Ce qu'on va proposer, c'est évidemment de travailler sur la formation. Nous, on veut réactiver les demandeurs d'emploi et alors on propose une obligation de formation après 1 an de recherche d'emploi. L'idée n'est pas, comme d'autres partis le proposent, de supprimer des allocations de chômage après un certain temps. L'idée est d'avoir une approche constructive parce qu'on croit que les demandeurs d'emploi veulent trouver un boulot et il faut continuer dans cette approche formation obligatoire après 1 an de recherche d'emploi. 30 secondes tout pile. Francis Dagrin pour le PTB. Qu'est-ce que vous proposez dans le cadre des compétences régionales et qu'on ne trouverait pas dans d'autres programmes politiques? Alors j'ai choisi une des mesures dans notre programme qui peut-être ne concerne pas directement l'emploi et pourtant ça va impacter l'emploi. Dans quelques mois, la pension passe de 65 à 66 ans, donc c'est pour début 2025. C'est une compétence fédérale, ça? C'est une compétence fédérale, mais qui aura un impact au niveau de l'emploi et du nombre de chômeurs, parce qu'à chaque fois qu'une personne va rester 1 an de plus au travail, malgré que la majorité de la population est contre, pour le moment c'est ce qu'il y a, ça reste un point dans notre programme. À chaque fois, il y a un jeune qui ne pourra pas prendre sa place, et donc le nombre de chômeurs va augmenter. Merci d'avoir respecté tout juste le délai de 30 secondes pour exposer ce point de vue. Barbara Tract, chez Écolo, qu'est-ce qu'on propose en 30 secondes et qu'on ne trouverait pas dans d'autres programmes, même de partis avec lesquels vous avez gouverné? Oui, nous proposons de créer des dizaines de milliers d'emplois dans les filières de l'économie de demain. Et ces filières ont été identifiées, sont ceux de la construction, de la rénovation, de l'alimentation, de la mobilité, de la logistique, de la santé, des industries culturelles et créatives. Il y a des potentiels de création d'emplois très importants dans ces secteurs-là. Donc nous proposons de rediriger les politiques économiques, cela a été fait, les politiques d'emploi et de formation
pour faire rimer les politiques environnementales, nos objectifs environnementaux et la création d'emplois non délocalisables. Alors, on parlera de ces métiers. Ça fait évidemment partie du programme Myriam Amrani au Parti socialiste. Qu'est-ce qu'on propose qu'on ne trouve pas, je le répète, dans les autres programmes? Vous avez 30 secondes pour ça. Mais donc, poursuivre tout le travail qui a été enclenché en matière de lutte contre tout ce qui fait obstacle à l'emploi. Je pense que c'est très important d'évoquer la question de la garde des enfants, que ce soit en crèche, que ce soit à l'école, avant ou après, à la fin de la journée. C'est aussi la problématique liée aussi au transport public, souvent des sites industriels qui sont un peu excentrés par rapport à la ville. Donc, de pouvoir avoir des transports publics qui permettent d'aller au boulot le matin ou très tard le soir d'en revenir. Et tout ça avec des moyens qui puissent être accessible pour les Bruxellois et Bruxelloises. 30 secondes tout juste. Eh bien, le dernier à pouvoir parler, c'est Alain Nef pour les engagés. Que trouve-t-on dans votre programme vous êtes passé au centre d'ailleurs, entre vos deux co-débatteurs aujourd'hui. Aujourd'hui à Bruxelles, 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. C'est un chiffre tout à fait catastrophique. On sait que pour les remettre à l'emploi, la meilleure manière, c'est de les faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience, ce qu'on appelle un mentor. Quand on fait ça, on sait que le taux de remise à l'emploi peut aller jusqu'à 77%. Eh bien, nous voulons multiplier ce mentorat et passer de 1200 aujourd'hui à 5000 dans 5 ans. Il y a 10 000 jeunes accompagnés dans 10 ans. Alors, vous nous expliquerez dans le débat comment vous comptez atteindre ces objectifs. Nous aussi, à BX1, on pose des questions et on va vous en poser autour de cette table, mais aussi à travers l'écran, puisque notre reporter tout-terrain, vous allez le voir dans les 5 débats régionaux, c'est Thomas Dufrane. Il s'est, lui, rendu dans un quartier de Bruxelles où il y a un gros employeur et aussi plusieurs petites occasions de vous poser quelques questions. Quand on parle emploi à Bruxelles, on parle évidemment du chômage. Le taux de chômage est de 15% en région bruxelloise, mais à côté de ça, il y a de nombreux métiers qui engagent. Certaines fonctions sont même en pénurie. Il y a 108 fonctions considérées comme critiques et c'est notamment le cas des métiers hospitaliers. Ici, on est à côté de l'hôpital Saint-Jean dans le centre de Bruxelles. Il manque par exemple de médecins, il manque d'infirmiers, il manque de pharmaciens. Ça, c'est pour les métiers hospitaliers. À côté de ça, il y a les métiers de la construction aussi ou les métiers du transport. Chauffeur de car, par exemple, il manque de chauffeurs de car. Comment combler ces pénuries? Comment rendre ces postes attractifs pour attirer des Bruxellois? Faut-il améliorer les conditions de travail, mieux effectuer le travail de formation ou peut-être l'équivalence de diplômes? Voici, Michel, les questions que je pose à vos invités. Alors voilà, c'est la première question. Comment peut-on faire? Alexandra, Philippe, on continue. Vous aurez tous la parole. Maintenant, on va mélanger ça, chacun à votre tour. Comment chez Défi, on estime qu'on doit répondre à cette question, à ces questions que pose Thomas Dufrane? Il a pointé certains secteurs, et notamment ceux des métiers en pénurie, parfois avec une certaine qualification. On propose quoi chez Défi? Alors, je vais beaucoup vous parler de formation, je vous préviens déjà. C'est un volet du débat d'aujourd'hui, vraiment. Ça tombe très bien. Non, effectivement, donc il y a des métiers en pénurie, et on a des problèmes effectivement, certains métiers ont trop de qualifications, mais il y a aussi certains métiers qui ont des conditions de travail assez pénibles. Et d'un autre côté, il y a aussi des métiers en pénurie, en fait, qui ont un peu mauvaise presse. Donc, d'un côté, il faudra... Quels métiers ont mauvaise presse? Non, mais par exemple, au niveau des conditions, par exemple, dans l'Horeca, peut-être qu'il y a certains clichés sur l'Horeca qu'on peut détricoter, etc. En expliquant, voilà, il y a ça à faire, ou bien même dans le milieu hospitalier, on peut expliquer, ça c'est telle et telle chose que vous allez devoir faire. Et là, c'est avec l'accompagnateur chez Actiris qu'il faudra voir. Donc nous, on propose une formation, on propose évidemment de former et d'orienter vers les métiers en pénurie, mais surtout pas obliger à aller dans un métier en pénurie, parce que les demandeurs d'emploi répondent pas autant à l'offre et la demande comme le feraient des produits. Ce sont quand même des humains qui ont besoin d'un travail pour avoir un revenu, mais également pour s'épanouir dans la société. Donc ça sera de ce point de vue-là. La formation, c'est la clé. Même avis pour la secrétaire d'État à la transition économique pour encore quelques mois, Barbara Tract. C'est la clé. Donc tous ces chômeurs, c'est 25% de jeunes. On l'a dit, à Bruxelles, 25%. Leur problème, c'est quoi? Ils ne sont pas formés, pas bien formés? Oui, je pense que vraiment la question de la formation et même de la formation, mais aussi du qualifiant dans les écoles, doit être réorientée vers ces métiers en pénurie. Mais la plupart de ces métiers qui ont été cités dans le reportage sont aussi des métiers liés à la transition écologique ou des métiers liés à une économie locale et sont des métiers, des emplois non délocalisables. Donc effectivement, citez-nous ces exemples. C'est pas clair pour tout le monde. Un emploi délocalisable ou non délocalisable, c'est quoi? Les emplois non délocalisables, c'est ceux dont on a besoin
ici et maintenant et dont on aura toujours besoin ici et lesquels? maintenant. Bien, je pense par exemple au secteur de la santé. Votre collègue était devant un hôpital, le secteur des soins en personne, tous les secteurs du non-marchand. Tous ces secteurs-là répondent aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois. Il y en aura toujours besoin de travailleuses et de travailleurs dans ces secteurs-là. Dans ces secteurs-là, comme celui de la construction, qui a été également cité, du transport, de la logistique ou des industries culturelles et créatives, par exemple, il y a plein d'opportunités très diversifiées. Et donc, les travailleurs d'Actiris ou les travailleurs de Bruxelles Formation peuvent offrir aux demandeurs d'emploi des formations ou des opportunités très diversifiées. Défi écolo mis sur la formation. On va voir, on termine sur le banc de la majorité Scandile, Parti Socialiste. C'est la clé aussi. Mais alors, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment bien. S'il y a 25% de chômage chez les plus jeunes. Disons qu'on a la problématique de l'enseignement secondaire. On aura un débat sur spécifiquement les compétences, ce sera avec les présidents de partis, mais à l'échelle de la région. Des moyens colossaux ont été alloués à la formation via Bruxelles Formation, qui est l'opérateur public de formation région bruxelloise depuis 30 ans. Donc des moyens colossaux, ce qui a permis à de nombreux Bruxellois de raccrocher. Parce qu'en sortant de l'enseignement secondaire, beaucoup d'entre eux n'avaient pas le niveau requis pour répondre aux exigences du milieu du travail et des employeurs. Alors aujourd'hui, s'ajoutent des compétences numériques. Aujourd'hui, tout travailleur doit pouvoir se débrouiller avec l'outil numérique. On l'a vu durant la crise sanitaire, la fracture numérique est énorme. Donc il y a un enjeu de continuer à agir sur la formation. On le fait depuis 30 ans, il faut continuer à le faire parce que la problématique est encore criante. Aujourd'hui encore, en région bruxelloise, 2 emplois sur 3 sont destinés à des bacheliers et à des universitaires. Donc il y a encore beaucoup à faire pour former nos Bruxellois et Bruxelloises. Alors on va entendre ce qu'en dit maintenant l'opposition. Alain Denis, vous avez été le dernier à parler. Alors je vous donne la parole ici pour la première réplique. Du côté du monde des entreprises, celui dont vous venez par ailleurs, on pense quoi de ces discours sur la formation, de cette offre de formation, que ce soit dans le qualifiant ou dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi? Ça correspond aux besoins des patrons? Écoutez, il y a 108 secteurs qui sont en pénurie. Il manque 26 000 postes, dont 8 000 dans la construction. Donc clairement, il y a un problème. Alors nous, on pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord dans les métiers en pénurie des nouvelles formations courtes et ciblées à donner. Pourquoi courtes et ciblées? Ciblées parce qu'il faut répondre à la demande des secteurs en pénurie. Et courte parce qu'il faut bien réaliser que beaucoup d'entreprises sont prêtes à parfaire la formation de quelqu'un de qualité qu'on leur envoie. Mais évidemment, il faut quand même qu'il y ait une base. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'alternance, la formation en alternance, c'est quelque chose chez nous qui, pour ainsi dire, n'a pas droit de citer. On a 7%, comparé à une moyenne européenne de 30%, et je ne vous parle pas évidemment des élèves modèles que sont l'Allemagne et la Suisse. C'est-à-dire la formation où à la fois vous suivez des cours et vous êtes formé en entreprise. C'est tout de même ça qui prépare le mieux un job en entreprise. Olivier Willox, les entreprises, ça a aussi été un bout de votre carrière, on va dire ça. Est-ce que les entreprises adhèrent au discours sur la formation? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'offre? Est-ce que finalement, ces gens qui sont formés ont une place dans les entreprises? Et puis on entendra le PTB là-dessus. Et Francis Zagrin, en tout cas, a l'air d'avoir un avis très précis. Mais dites-nous pour le maire. Je pense que personne ne va être autour de cette table contre la question d'améliorer. Non, mais la question, c'est est-ce que l'offre correspond? La question, c'est non. Pourquoi? Pour être très simple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, Bruxelles Formation refuse de faire des parcours d'accompagnement pour les infirmières en disant c'est pas notre métier de le faire, et on comprend bien. La question aujourd'hui, c'est à Bruxelles qui s'occupe en fait de faire en sorte qu'il y ait plus d'infirmières. En fait, personne. Donc il y a un déficit aujourd'hui de plus de 7000 infirmières à Bruxelles, et donc en fait, il n'y a personne, et je pense qu'il va falloir changer les choses et dire en fait à un moment donné, est-ce qu'il y a un opérateur de la formation? Il ne va pas donner les formations pour être infirmière. On va bien laisser ça dans le cycle dans lequel se trouve aujourd'hui, mais il va falloir encourager des parcours, y compris des évolutions d'aide-soignante vers le métier d'infirmière. Donc il faut repenser complètement sa stratégie aujourd'hui. Et la preuve, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne marche pas aujourd'hui. Et juste pour être clair, pour vous, c'est la région qui doit faire ça? Parce que ou ça doit être le fédéral? Ou voilà, parce que dans un débat régional. Alors, la première chose, c'est la même chose sur l'enseignement. Vous avez dit, on ne peut pas parler de l'enseignement ici parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, si vous avez des gens qui ne sont pas formés valablement, ça coûte beaucoup plus cher d'aller former des adultes que de faire en sorte qu'il y ait un parcours réussi au niveau du secondaire. Francis Zagrin, au PTB, on croit à ces formations, ce qui est proposé aujourd'hui dans l'enseignement qualifiant ou dans les formations à destination des chercheurs d'emploi, ça fonctionne? Vous en voyez, vous, qui êtes parlementaire et ouvrier dans une usine? Oui. Mais il n'y a pas que la formation. Donc, on a 90 000 demandeurs d'emploi à Bruxelles. Il y a 45 000 offres d'emploi
pas seulement les métiers en pénurie. Donc on voit qu'il y a toute la question de créer des emplois aussi qui sont importants. Et puis ensuite sur la question de la formation. Donc nous avons, dans notre programme, on a intégré une idée. Actiris s'occupe d'enregistrer, d'inscrire, de coacher les chômeurs. Malheureusement, il n'y a pas assez d'accompagnateurs par rapport au nombre de chômeurs. Donc c'est un accompagnateur pour une centaine de chômeurs. Donc on voit toute la difficulté d'accompagner les chômeurs qui sont confrontés quelquefois aux discriminations, à toute chose qui peut leur casser la confiance en eux-mêmes. Et de l'autre côté, il y a Bruxelles Formation qui ne dépend pas de la région, mais qui dépend de la communauté. Donc, de la COCOF. Donc nous proposons que Bruxelles Formation soit intégrée, ainsi que VDAB Bruxelles, qui est l'équivalent pour les néerlandophones, soit intégrée à Actiris. Donc une fusion de ces deux organismes. C'est une des questions que je voulais aborder. Ne répondez pas dessus parce que je vous la poserai, mais on note que pour le PTB, c'est une des choses à faire, réformer Actiris et Bruxelles Formation. Madame Amrani, vous avez demandé la parole. Quand le MR parlait, vous êtes en désaccord avec eux sur quelles questions? Il évoquait notamment l'absence d'organismes qui fait la promotion de certaines formations, si j'ai bien compris. Disons que ce qui est important aussi de mettre en lumière, c'est la problématique des causes de la pénurie. La pénibilité, et a fortiori pour les métiers liés aux soins, que ce soit en milieu hospitalier ou en maison de repos, c'est la pénibilité. Dans l'Eureka aussi, la pénibilité. Durant la crise sanitaire, ils se sont retrouvés à devoir interrompre leur activité, mais beaucoup ont évoqué la pénibilité aussi du travail. Et donc, je pense qu'il faut aussi agir de manière multifactorielle et intégrer d'autres variables que celles simplement de l'accompagnement. L'accompagnement est fondamental, mais questionner la question de la pénibilité au travail et du bien-être au travail, des risques psychosociaux, est un élément fondamental. Olivier Willox. Oui, juste en réplique, il y a bien effectivement un souci sur les soins de santé. Par contre, dans d'autres domaines comme l'Oreca ou la construction, on a un vrai problème avec le travail en noir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne veulent pas travailler de manière déclarée et donc qui cumulent, à un moment donné, les deux systèmes. Et ça, c'est pas très simple. Barbara Tract, il y a quelque chose à faire sur les compétences régionales pour le bien-être au travail, pour amener, on va dire, contraindre les entreprises qui font travailler des gens au noir à les déclarer? C'est des compétences qui sont fédérales aussi, en grande partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est candidat au Parlement bruxellois? Quand on va parler de fraude fiscale ou de fraude sociale, effectivement, on va être plus dans des compétences, dans des compétences fédérales. Ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à se laver les mains, les Bruxellois, en disant ça, c'est le fédéral qui doit faire le travail en voyant les administrations? Non, on sait que ça se passe sur notre territoire. Dans les conditions d'accès aux aides économiques, par exemple, donc d'accompagnement, de financement, pour des prêts ou pour des primes, ou même d'accueil des entreprises sur notre territoire, il y a des conditions liées, bien sûr, au respect des règles sociales ou des règles environnementales, des règles sociales ou des règles fiscales. Donc nous aussi, évidemment, on en tient compte. Je voulais quand même abonder dans le sens de ma voisine sur la nécessité de revaloriser un certain nombre de métiers, notamment les métiers du care, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les métiers de l'aide et des soins aux personnes. Ce sont des métiers en pénurie, en effet, des métiers fondamentaux, des métiers aussi où les personnes qui travaillent peuvent trouver du sens, beaucoup de sens à leur travail, mais qui sont encore trop dévalorisés dans notre société et qui méritent. Mais de nouveau, j'en reviens avec ma question. Désolé, je suis un peu insistant, mais à l'échelle régionale, on fait quoi pour valoriser? On a pris l'exemple des infirmières. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de nos compétences? Au cours de cette législature, avec ici en l'occurrence la COCOF et la COCOM, on a adopté un accord du non-marchand pour revaloriser, tant sur le plan salarial, des conventions collectives, etc., qu'aussi des conditions de travail. On leur a offert les transports en commun gratuits, seulement pour les travailleurs directs, mais aussi pour ceux des associations. Ce sont des moyens de revaloriser, d'encourager ces travailleurs dans ces secteurs-là qui, comme je l'ai dit, sont aussi pourvoyeurs d'emplois et de bien-être pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Alors vous l'avez dit, il y a la question de la formation des chômeurs, il y a le rôle d'Actiris. J'ai vraiment beaucoup de questions là-dessus. Il semble, quand même, beaucoup d'observateurs le reconnaissent, notamment chez Actiris, chez Bruxelles Formation, qu'il y a une partie du public qu'on n'arrive pas à toucher, qui passe sous les radars. On fait quoi avec ces gens-là? On va les chercher de force, on envoie l'agent de quartier devant chez eux pour leur dire « tu dois te former, tu dois t'inscrire », ou bien on les considère comme entre guillemets irrécupérable, ou on développe quelque chose qui n'existe pas. Alors voilà, je voudrais entendre Défi, les engagés, le PTB qu'on a un peu moins entendu que le Parti Socialiste, Écolo et le MR jusqu'à présent. On fait comment pour ces gens qui sont sous les radars d'Actiris et de Bruxelles Formation? Madame Philippe.
Effectivement, c'est un problème. Il y a des gens, par exemple, les NEET, donc les personnes qui ont ni d'emploi, ni éducation, ni formation, qui, eux, il faut un peu affiner ce genre de termes, en fait. Par exemple, il y a des NEET qui sont complètement hors système et d'autres qui sont plus dans une formation en discontinue, etc. Donc, c'est vraiment ces gens qui sont complètement hors système. Parce qu'on évoquait la question du travail au noir, et donc il y en a peut-être qui sont sur les radars, mais qui travaillent et pour qui, financièrement, ça va très bien, en fait. Les personnes NEET hors système, c'est vraiment ceux qu'il faut aller chercher et qui sont le plus difficiles à chercher parce qu'ils auront tendance à être en marge de la société, à se sentir eux-mêmes en marge de la société et alors ne pas atteindre les réseaux légaux. On les touche comment c'est aussi évidemment la formation, mais nous on a mis en place un bilan de compétences. Et ça c'est important de se dire que quand on sait que quand on arrive chez Actiris et qu'on va être accompagné jusqu'au bout par un bilan de compétences et qu'on va avoir un plan d'action individualisé qui prend en compte nos situations personnelles et prend en compte notre expérience par rapport à un métier, par rapport à une langue, par rapport au numérique, à ce moment-là, on pourra toucher beaucoup plus de personnes et ça, c'est notre objectif. Mais M. Dagrin nous disait tout à l'heure, je pense que je vous ai bien compris, qu'on était à 100 personnes à accompagner par coach, c'est trop peu. Vous proposez quoi alors au PTB pour améliorer ça, pour qu'il y ait plus de coachs? On a quoi en tête? Oui, donc il faut évidemment plus d'accompagnateurs. Donc à Bruxelles, c'est 100 de chômeurs par accompagnateur. C'est beaucoup de trop. En Wallonie, c'est je pense, plus ou moins 50. Donc, il n'y a pas de raison de faire autrement à Bruxelles qu'en Wallonie. Donc, il faudra beaucoup plus d'accompagnateurs. Durant les 5 ans où j'ai été député, j'ai eu beaucoup de contacts avec les travailleurs d'Actiris et aussi avec les syndicats d'Actiris. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était la surcharge de travail, la difficulté à accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, il faut renforcer Actiris. C'est un investissement, ce n'est pas un coût. Monsieur Denef, du côté des engagés, on a des pistes concrètes pour faciliter le travail des équipes d'Actiris? Alors, écoutez, Actiris est passé en une dizaine d'années de 800 à 1600 employés, avec un taux de demandeurs d'emploi qui est passé de 100 000 à 90 000. Donc, on peut quand même pas dire... il y a une corrélation, vous dites, entre les engagements, ou en tout cas les investissements Actiris. Voilà, la corrélation, elle me paraît quand même insuffisante. Alors, la vraie question, c'est de savoir, sur les 1600 personnes employées par Actiris, combien sont réellement dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter ce taux? Parce qu'à ce moment-là, on diminue le nombre de jeunes ou de moins jeunes, qui sont à charge d'un coach. Donc, je pense qu'il y a une vraie remise à plat à faire d'Actiris sur la manière de fonctionner telle qu'elle est aujourd'hui. Olivier Willox, quand on parle de remise à plat au MR, on pense à quoi, en l'occurrence? Vous êtes partisan, comme le PTB, d'une fusion avec Bruxelles Formation? Il faut revoir en profondeur le fonctionnement de cet organisme? Il est clair qu'aujourd'hui, le travail des deux organismes ne fonctionne pas bien ensemble. Donc, c'est clair que la situation, comme elle est aujourd'hui et comme elle est depuis une vingtaine d'années, ne fonctionne pas. Je prends un seul exemple. Aujourd'hui, on finance Bruxelles Formation pour 20 000 places dans le contrat de gestion, 20 000 places par an, et on n'arrive pas à en remplir plus que 14 000. Donc, il y a quelque part, en termes de performance globale, entre Actiris qui doit envoyer, parce que c'est Actiris qui doit sélectionner les candidats et les envoyer à Bruxelles Formation, il y a une immense déperdition de moyens. Donc, voilà. Du côté du Parti Socialiste, on est prêt à réfléchir, travailler à une réforme en profondeur d'Actiris? On peut en discuter, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il y a énormément de grosses entreprises qui ne recourent pas à la formation professionnelle, notamment au dispositif FPIE. C'est un dispositif qui est très sollicité par les petites et moyennes entreprises, mais quasi pas par les grosses entreprises. Donc je pense aussi qu'il y a un travail à faire pour sensibiliser les grosses entreprises sur le fait de collaborer davantage avec Bruxelles Formation, mais aussi avec Actiris, parce que dans les faits, les offres d'emploi qui sont aujourd'hui publiées par les grosses entreprises sont d'abord publiées sur des plateformes privées et ne sont pas du tout d'abord communiquées à Actiris. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de collaboration entre les opérateurs publics et privés et de renforcer cette collaboration. Nous sommes alliés pour l'emploi.
l'emploi. Willox va le confirmer avec son ancienne casquette BCI. Les entreprises sont dans le comité de gestion d'Actiris. Oui, et ça ne fonctionne pas, alors ? Mais moi, je suis présidente et je peux vous dire que les chiffres, je les ai de Bruxelles Formation. Et les derniers chiffres qu'on vient de me communiquer pour 2023, les grosses entreprises ne collaborent pas, ne nous sollicitent pas suffisamment pour co-construire des dispositifs de formation. Aujourd'hui, Donc, les entreprises sont en train de partir de Bruxelles, puisque vous les faites fuir. Et aujourd'hui, les programmes dans les grosses entreprises de formation sont en train de dire « Hé les gars, si ça ne change pas à Bruxelles, ça ne sert à rien ». Donc à un moment donné, il faut juste voir la situation économique de Bruxelles. C'est assez catastrophique. Eh bien, collaborons. Je pense qu'il y a lieu de collaborer entre pouvoir public et pouvoir privé. Alors, et services privés. On retient ce passage-là comme un moment important du débat. Barbara Trac, voilà, on n'a pas compris le message des entreprises, c'est ce que nous dit Olivier Willox et avec lui le MR. Donc, je pense qu'il faut être honnête. Donc, on ne va pas dire que tout va super bien et qu'il n'y a rien à améliorer. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on ne se présenterait pas aux élections si on pensait que tout était très bien. Mais en fait, il n'y a jamais eu autant d'entreprises à Bruxelles qu'il n'y en a aujourd'hui. Et ce nombre n'a cessé de croître les dernières années, des petites mais aussi des grandes, y compris malgré les 2 crises qu'on a vécues. Et on est une région où il y a beaucoup de jeunesse. On est une région où il y a des universités, où il y a des hôpitaux universitaires, où il y a des centres de recherche de pointe. Nous sommes la région la plus innovante de ce pays et donc nous sommes le moteur économique de ce pays. Et donc je ne peux que réagir face au Bruxelles bashing. Je pense qu'on se tire une balle dans le pied en ne cessant de dire que tout va mal à Bruxelles. C'est du Bruxelles bashing ce qu'on fait au MR ? Non, mais ça, c'est l'argument, je ne sais pas si c'est au MR, chez le patronat ou ailleurs, mais à un moment donné, quand on dit les choses telles que les gens le donnent, et donc on a fait des sondages auprès de toutes les entreprises, et voilà, le sentiment aujourd'hui, c'est que 40% des entreprises de Bruxelles rêvent de partir, grandes ou petites. C'est un fait. Je veux dire, alors, c'est peut-être du bashing, mais c'est de la réalité de ce que les gens pensent. Alain Denet, vous partagez ce constat du fait qu'il y aurait des entreprises qui veulent quitter Bruxelles et que c'est massif, que c'est général ? Il y a toujours des entreprises qui veulent quitter Bruxelles et des entreprises qui viennent s'y installer. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'énormément d'entreprises sont créées à Bruxelles, notamment dans les secteurs innovants, notamment par des jeunes qui, eux, veulent vivre l'expérience urbaine et pas l'expérience de la périphérie. Donc il faut se garder de cette illusion d'optique qui est de penser que chaque fois qu'une boîte un peu importante s'en va et fait évidemment la une des journaux, tout Bruxelles se vide de sa substance. Cela étant dit, il y a beaucoup de raisons pour les entreprises de ne pas être très contents de la manière avec laquelle, depuis 5 ans, Bruxelles est gérée. Mais de là à dire qu'elles vont toutes partir de Bruxelles, je n'irai pas jusque-là. Allez, Alexandra, Philippe, pour défier la majorité, qu'est-ce qu'on propose concrètement pour que les entreprises ne quittent pas la capitale ? Parce que c'est la question qui est posée là, ici. Déjà, je trouve aussi la vision un petit peu noire de Bruxelles, mais n'empêche, ça a de l'intérêt de s'y attarder. Je crois qu'effectivement, on pourrait se rapprocher davantage des entreprises et co-construire, mais tout ça, c'est beau. En attendant, il y a des décisions qui ne sont pas prises à d'autres niveaux de pouvoir, notamment au fédéral, comme des réformes du système fiscal, etc., qui n'ont pas été prises pendant 5 ans. On n'offre pas, en fait, aux entreprises les moyens et la compréhension d'un système. Mais à l'échelle, je m'excuse, mais à l'échelle régionale, qu'est-ce qu'on met en place pour attirer ou garder des entreprises ? Donc là, je ne suis pas d'accord de faire en fait à chaque fois la différence entre les deux, parce que vous disiez... on est dans un média régional et on fait un débat sur l'emploi et la formation qui sont des compétences régionales. Mais en attendant, les entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent ? Alors je vais le tourner autrement. Bruxelles doit se faire mieux entendre du fédéral ? Bruxelles n'a pas été assez respectée par le fédéral ? Mais bien sûr, bien sûr. On est victime complètement de la Bruxelles est la première victime de notre lasagne institutionnelle. On ne nous donne pas les moyens, on est victimisé par ces problèmes institutionnels que nous avons. Alors Alain Denet, et puis je voudrais entendre Francis Agrin sur une question précise, après vous réagirez, mais Monsieur Denet là-dessus. Oui, si on veut attirer... Le rapport entre Bruxelles et le fédéral. Alors, j'aurais voulu plutôt parler du fait, mais quelque part la fiscalité joue un rôle évidemment, mais la vraie question, c'est de créer des entreprises à Bruxelles, beaucoup plus que d'en attirer. Et on met en place des choses à Bruxelles pour créer des entreprises ? Oui, et notamment dans le domaine de la tech. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'a pas fonctionné d'ailleurs au niveau fédéral. Il n'y a pas eu d'encouragement fiscal et autres pour créer ce qu'on appelle une scène de la tech. Comme il y a une scène de la nuit, il y a une scène de la tech. Il y a une French Tech, les Néerlandais font la même chose, et nous, on n'a pas été capable de le faire. Et il me semble qu'à ce niveau-là, la région peut aussi jouer un rôle, parce qu'il faut renforcer la tendance naturelle des plus jeunes à créer des entreprises à Bruxelles, mais leur donner les moyens d'en créer plus et de faire en sorte qu'elles se développent beaucoup plus rapidement. Et là, Bruxelles peut jouer un rôle. Barbara Trac, dans le cadre de la transition économique, on n'a pas assez pensé aux nouvelles technologies à Bruxelles ?
Si, on a pensé aux nouvelles technologies, on a des centres intéressants, d'ailleurs tant en termes de création d'entreprises qu'en termes de création d'emplois, qui stimulent ces secteurs-là. Pour moi, la principale difficulté et le principal défi, c'est celui de l'étroitesse du territoire de la région Bruxelles-Capitale. Il y a une pression forte, une pression de prix sur les terrains, sur le fait de pouvoir acquérir ou de rester sur un terrain à Bruxelles. Et souvent, les entreprises, quand elles quittent Bruxelles, en fait, elles déménagent de quelques kilomètres. Elles quittent le territoire de la région, mais en fait, elles ne quittent pas Bruxelles. Elles témoignent par leur déménagement qu'en fait, leur centre d'activité est et reste Bruxelles. Il se trouve que, administrativement, politiquement, déménager de quelques kilomètres en Belgique, ça veut parfois dire quitter une région. Olivier Willox est sur le point d'exposer. On m'a dit qu'il a un peu de retard, de même que le PTB. Donc j'ai une question pour Francis Dagrimbet sur ce que disait Madame Tract. Mais je pense que Madame Tract souligne encore l'absence complète de gestion régionale sur la question de la politique foncière. On a 220 hectares de terrain chez CityDef. Il faudra me demander ce qu'on en fait. 90 hectares au port de Bruxelles. Je voudrais bien savoir quels sont les plans. Et j'oublie l'assaut pour être gentil. Donc, je veux dire, à un moment donné, simplement, on n'a pas voulu mobiliser les terrains qui étaient disponibles pour faire quelque chose et une stratégie économique. Ça me semble assez évident. On les mobilise, tu le sais très bien. Alors, on évoquait tout à l'heure les grandes entreprises qui annoncent qu'elles vont délocaliser, fermer, l'impact pour l'emploi, l'impact pour le quartier, l'impact pour l'image. Il y en a une, il n'y a pas longtemps, c'est Audi Bruxelles, mais on voyait aussi dans toute une série d'études que finalement, il y a peu de travailleurs bruxellois dans l'industrie. Alors, je pose cette question, et vous allez y répondre, M. Dagrin, et puis les autres, mais voilà. Est-ce qu'on doit, à Bruxelles, se battre, débloquer des moyens pour finalement donner de l'emploi, pardonnez-moi la question, à des Wallons et à des Flamands? Est-ce qu'au PTB, on a un avis là-dessus? Parti, on le rappelle, national encore d'ailleurs. Oui, donc vous abordez la question de la menace la présence industrielle des de l'usine usines, automobile voilà, Audi Bruxelles, où je travaille effectivement depuis 40 ans. Et vous êtes bruxellois. Et je suis bruxellois, et vous avez raison, il n'y a qu'une petite partie du personnel qui est bruxellois a priori. Mais ça, je travaille là depuis 20 ans, depuis 40 ans, j'étais durant une vingtaine d'années délégué syndical. Et ça a été un de mes combats de donner la possibilité aux Bruxellois de venir travailler. Et je dois dire que ça a progressé dans le bon sens. Et puis, il y a beaucoup de jobs de sous-traitants autour de cette usine. Et parmi les sous-traitants, les Bruxellois sont majoritaires. Alors, ce que je veux éviter aussi, c'est de faire une espèce de concurrence entre les navetteurs et les Bruxellois. Donc il faut une symbiose entre l'un et l'autre. Les navetteurs mais quand ne sont on pas les débloque ennemis des des moyens, Bruxellois. parce qu'une entreprise qui menace de délocaliser, souvent, le pouvoir public délie les cordons de la bourse, propose une aide, des financements, et donc finalement, c'est la région bruxelloise qui va essayer de garder une activité pour créer de l'emploi pour des gens qui habitent ailleurs. Je vous pose cette question, est-ce qu'à Bruxelles, c'est ça l'avenir? Voilà. Monsieur Lagrin nous a donné sa réponse pour le PTB, vous pouvez en développer, après on entendra les autres. d'Audi, oui. Une des premières choses que j'ai demandé, c'est la création d'une task force avec les ministres fédéraux, mais aussi avec les ministres régionaux des 3 régions. Et vous avez trouvé que la région bruxelloise était à la hauteur en la matière? Effectivement, la région bruxelloise n'a pas toutes les clés en main. Donc ici, on parle d'une multinationale, et une région face à une multinationale, c'est peu de choses. Mais c'est aussi, il y a des opportunités que la région doit saisir face à une multinationale. Alain Denet, sur la présence et de gros employeurs industriels à Bruxelles, est-ce que c'est l'avenir de la région bruxelloise? Écoutez, le cas d'Audi Forêt est un cas un petit peu différent. Audi Forêt ne songe pas à se délocaliser juste en dehors de Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. La vraie question, c'est que dans une stratégie mondiale d'un constructeur qui est lui-même mondial, à un moment donné, il a estimé qu'il n'y avait plus de modèle qu'il pouvait faire produire à Forêt. Donc, la capacité de la région et même de l'État fédéral d'intervenir dans des décisions pareilles est quand même très limitée. Et donc, il faut peut-être se poser la question, et là, c'est un jour de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire alors du coup avec cette réserve foncière considérable que représente la superficie occupée actuellement par Audi Forêt. Et je souhaite qu'Audi Forêt continue, mais je ne peux franchement pas garantir que ce sera le cas. Alors, je retourne du côté de la majorité et je vous pose la question, comme à l'opposition, est-ce qu'à un moment donné, on doit, à Bruxelles, miser stratégiquement, en termes d'emploi, sur des gros employeurs industriels? Madame Amrani, Madame Tract, Madame Philippe, qui veut répondre en premier? Mais je pense qu'il ne faut absolument pas opposer, et je pense qu'il faut pouvoir avoir une vision transversale de la problématique de l'emploi et évidemment continuer à collaborer étroitement avec des grandes multinationales. Effectivement, il y a des sous-traitants. Tout en sachant, comme
l'a dit M. Denef, qu'on n'a pas de clé et que on n'a pas de le jour où elle prise, décide mais de délocaliser, c'est la loi du marché, 100, 200, 300 c'est la loi emplois. du marché, et donc voilà, ça fait partie aussi de cet enjeu de la mondialisation et des conséquences de la mondialisation. Les délocalisations en font partie. Ceci dit, il y a pas mal de sous-traitants, et dans les sous-traitants, on a un nombre important de Bruxellois, et donc je pense qu'on ne peut pas, qu'il est important de pouvoir continuer à offrir quelque chose qui puisse répondre à leurs besoins. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même en train, désolé, j'insiste avec ma question, mais ça fait partie de mon job, de rater quelque chose en matière de transition économique, Madame Tract ? Justement, pour la transition économique, c'est essentiel d'avoir sur le territoire de notre région des activités productives, des activités industrielles. Il faut avoir une économie qui est diversifiée. Une économie qui est diversifiée, elle est plus résiliente. Et elle offre aussi, puisqu'on parle d'emploi, des opportunités diversifiées à la population bruxelloise. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut mettre tout en œuvre pour faire en sorte que cette usine puisse rester à Bruxelles et qu'on continue d'accueillir sur des territoires de notre région ou des territoires que la région acquiert, parce que la région acquiert des territoires pour des activités productives à Bruxelles, qu'on y développe des activités industrielles et productives, y compris en ville, aussi pour réduire la distance entre la production et la consommation et avoir une économie plus résiliente. On l'a vu au moment du Covid, on ne peut pas toujours être dépendant pour des biens de première nécessité de produits qui sont produits à l'autre bout de la planète. Alexandra Philippe, vous rejoignez l'avis de Barbara Tract là-dessus, ou il y a une nuance des filles, puis on entendra l'EMR qui a préparé une réponse, j'ai vu. Je crois que nous devons quand même insister, tout ce qui ressort de ce qu'on dit, c'est la simplification. On voit que nos institutions sont trop compliquées. Ça ne permet pas non plus alors d'avoir une réponse très forte face à, par exemple, des entreprises qui se délocalisent, etc. Après, je suis aussi d'accord que voilà, c'est la loi du marché. Malgré tout, je trouve que, et c'est pour ça que je suis un peu étonnée que ça vienne du Parti socialiste, qu'il faut quand même apporter notre soutien en tant que région, évidemment, aux travailleurs qui seraient victimes de cette loi du marché. Ça me paraît assez logique. Maintenant, je n'étais pas d'accord non plus avec le fait que, soi-disant, les Bruxellois partiraient et les postes ne sont pas pourvoyés par les Bruxellois. Il y a eu 40 000 nouveaux postes de travail créés entre 2021 et 2022. Odile Forêt, c'était 10%. Voilà. Oui. Alors, on me dit les sous-traitants, c'est différent, mais Odile Forêt, moi j'ai regardé le chiffre, c'est 10%. Oui, et 30 000 ont été meilleur, captés par des Bruxellois. Donc il y a quand même une véritable politique où on veut quand même garder un emploi pour les Bruxellois à Bruxelles. Ok, Olivier Willox, sur vraiment la question de la présence main-d'œuvre et industrielle finalement en région bruxelloise, c'est là-dessus qu'on doit miser pour les 20-30 prochaines années ? Oui, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'un mixte. Je pense que c'est très très dangereux d'avoir une région. Mais on le met en place ce mixte pour vous ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mixte et qu'on doit le préserver par tous les moyens, et notamment dans le domaine de la logistique, ce qui pose tous les problèmes, évidemment, de bloquer la douce. Donc, en fait, c'est une vraie réflexion qu'il faut mener, c'est en fait de se dire comment est-ce qu'on a un mixte qui est résilient pour le futur. Et donc, ça implique notamment des activités de logistique qu'il faut préserver en ville, ce que le gouvernement aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient resserré la douce. Et aujourd'hui, on a beaucoup de discussions dans la zone du canal pour des entreprises qui disent si c'est comme ça, on est injoignable, c'est plus possible d'accéder et donc on va envisager de partir. Donc il y a vraiment une réflexion économique qui manque dans ce gouvernement. Barbara Tract a fait bien son travail. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été souvent entendue. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur la transformation de l'autoroute A12 en l'A12 ? Donc on parle bien d'un réaménagement d'entrée dans Bruxelles là-dessus, Barbara Tract, pour le gouvernement ? Oui, donc je suis. Il y a évidemment des tensions sur un territoire aussi étroit que le nôtre et des tensions entre des ambitions qui sont à chaque fois légitimes. Il y a la nécessité d'avoir des activités économiques productives que je porte effectivement, et je pense, on peut le dire de manière très honnête, avec la question de l'accessibilité au port et à l'avant-port, il y a effectivement des défis. Il y a la question, bien sûr, du bien-être et de la qualité de vie, y compris dans ces quartiers de Laken et de Roverenbeek, et de cette entrée de ville. Il y a la question du bruit, qui est une question qui devient aussi de plus en plus importante pour les Bruxelloises et les Bruxellois, en lien avec l'activité économique, donc des équilibres à trouver. Mais je répète, je pense que c'est important pour offrir une diversité d'emplois aussi aux Bruxelloises et aux Bruxellois, une économie plus résiliente, de garder des activités productives en ville et d'utiliser des moyens écologiques de transport, comme par exemple le canal. Alors, il y a plusieurs points que je voulais encore aborder avec vous. Hein. On est plus ou moins à la moitié de l'émission, donc on avance. Un des points, donc on l'a dit, Madame Ambrani nous disait réformer Actiris, pourquoi pas. Monsieur Dagrin nous disait au PTB, on est pour. J'ai cru comprendre que du côté du MR et des engagés aussi. Je voudrais vraiment avoir l'avis d'Écolo et de Défi sur cette question d'une fusion éventuelle d'Actiris avec Bruxelles Formation ou d'autres choses. Non, Madame Ambrani n'est pas d'accord. Vous avez dit pourquoi en parler, mais... Voilà, ouvrir la discussion, mais le principe de la fusion, je pense que à ce stade-ci, c'est
Voilà, je pense qu'il faut, parce que c'est pas toujours très identifié pour les chercheurs d'emploi eux-mêmes. Vous le disiez tout à l'heure, un nombre important de personnes ne recourent pas à leurs droits et ne recourent pas à l'accès à la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, Actiris est clairement identifié par un nombre important de chercheurs d'emploi comme un accompagnateur pour aller vers l'emploi au niveau de démarches et que Bruxelles Formation est un opérateur de formation. Donc je pense donc la nécessité de bien distinguer et de maintenir cette distinction en termes de formation, d'organismes de formation et un autre opérateur qui on va aller au bout de la question. Qu'est-ce qu'on aurait à gagner à fusionner les deux ? En fait, pour être bien simple, c'est d'avoir une meilleure intégration. Je peux le raconter parce que j'étais dans le comité de gestion quand on a expliqué qu'il y avait un ordinateur et en fait, ils n'arrivent pas à accéder aux données des uns des autres aujourd'hui, bêtement. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas forcément pour une fusion organique, on peut, à la limite, mais il faut que ça, quand même, ça s'intègre beaucoup plus vite. Si on veut être en capacité que tout demandeur d'emploi, dans les 15 jours où il arrive, et qu'il n'y a pas de niveau de formation, reçoive directement une formation, sans intégrer complètement la machine, ça n'ira pas. Et c'est bien dans l'intérêt des demandeurs d'emploi que je plaide. Des décideurs, ça pourrait toucher à l'emploi dans les deux organismes. Alors je pense qu'il y a des gens qui travaillent à l'AME qui regardent. Sur le comment institutionnellement, c'est un tout petit peu compliqué. Donc je veux dire, je peux comprendre la crainte sur... C'est pas si simple. Et chez Défi, on en dit quoi ? Une fusion, c'est quand même deux organismes historiques à Bruxelles, Bruxelles Formation et Actiris. Après, je suis assez d'accord avec le fait que ça soit deux choses assez différentes. Et je comprends aussi également le lien qu'il faut faire entre les deux et que ça doit être plus rapide. Mais on a tout intérêt plutôt à pas réinventer la roue et à se dire qu'on peut peut-être rationaliser la manière dont les deux institutions coopèrent. Nous, vous savez, chez nous, on est plutôt pour la bonne gouvernance, etc. Donc, une évaluation peut-être de la manière dont ces deux institutions travaillent ensemble d'une manière qui bénéficie. Vous avez géré les deux pendant 5 ans, il faut faire une évaluation maintenant ? Je veux dire, il y a un moment donné, quand vous avez l'emploi et la formation professionnelle, et vous nous dites aujourd'hui qu'il faut peut-être faire un audit pendant 2 ans ou 3 ans pour la prochaine... Non, et à un moment donné, il faut choisir. Je veux dire, vous avez exercé la responsabilité des deux. Donc, c'était pas 2 ministres différents. Je veux dire, les difficultés de communication, si le ministre l'a pas vu, je sais pas ce qu'il a fait. Oui, mais n'empêche que ça peut être quand même intéressant d'évaluer la manière dont les organisations travaillent ensemble. On sait qu'il y a des problèmes de coopération, on sait que ça va pas assez vite. Mais il faut, vous dites, en fait, vous le dites vous-même, vous dites, je sais pas comment le faire, mais il faut le faire. Donc pour ça, il va falloir évaluer. En tout cas, on a compris que c'était un des points qui devrait être discuté par le prochain gouvernement, c'est la coopération. Oui, je ne donne pas la parole à tout le monde parce que j'ai vraiment en tête le temps de parole et je ne veux pas qu'il y en ait qui terminent le débat en se disant « mais moi, je voulais intervenir et à la fin, j'avais mangé tout ». Pour l'instant, vous êtes globalement équilibré, me dit-on, dans l'oreillette, sauf Monsieur Dagrin. Alors, on a parlé d'Actiris. Je voudrais aussi parler de tous ces organes plus locaux, les maisons de l'emploi, le travail fait par les CPS. Est-ce que ça a déjà été évalué ? Est-ce que tout le monde dira que c'est positif, que c'est très bien, mais on parlait de la clarté des organes pour les Bruxellois, pour les chercheurs d'emploi, parfois précarisés. Monsieur Dagrin, du côté du PTB, est-ce qu'on trouve que tous ces organes, ces maisons locales de l'emploi, je pourrais en citer, il y en a dans plein de communes, on trouve que c'est bien ? Si vous montez au gouvernement, vous prêcherez pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut partir du besoin des demandeurs d'emploi. Ça doit être la base. Donc, tantôt, les engagés ont évoqué l'idée du mentorat, qui est une piste intéressante, mais je pense que c'est surtout le job d'Actiris d'accompagner, de coacher, d'aider, d'épauler les chômeurs. Toutes ces maisons de quartier, ces antennes d'Actiris vont dans les quartiers où il y a des chômeurs. Tantôt, vous avez évoqué, il y a 26% de jeunes qui sont au chômage, qui sont demandeurs d'emploi. Mais si on examine par quartier, ce n'est pas 26% partout. Il y a des quartiers où il y a vraiment un pic énorme. Et donc, dans ces quartiers-là, c'est bien d'avoir une antenne d'Actiris, mais il faut donner aussi les moyens à Actiris de trouver une solution pour ces personnes. Donc, je dis il faut partir des besoins et de la réalité des chômeurs. Lorsque ces personnes passent d'un bureau à l'autre, d'un coach à l'autre, qu'ils ont hyper difficile à prendre un rendez-vous par Internet maintenant, bien souvent, qu'on ne leur répond pas au téléphone. Ça, c'est la réalité des chômeurs. Certains sont confrontés à, je l'ai évoqué tantôt, un manque de confiance à eux-mêmes parce qu'ils ont été confrontés dans la pratique à la question de la
discrimination, à des refus consécutifs. Tout ça fait qu'on a vraiment besoin d'aider ces chômeurs. Une partie des chômeurs ont un réseau autour d'eux. En général, c'est la famille, les voisins, les amis qui fait ce job-là, qui les aide. Mais une autre partie des chômeurs n'ont pas ce réseau. Et donc les antennes locales, ça c'est quelque chose que vous êtes prêt à soutenir du côté du PTB. Vous trouvez que ça fonctionne bien? Il faut aller dans les quartiers où il y a un taux de chômage élevé. Monsieur Dagrin évoquait, Madame Amrani, l'idée finalement, si je vous traduis bien, d'une approche ciblée sur les quartiers. Alors, vous êtes élu local à Saint-Gilles, vous pensez qu'il faut cibler certains quartiers, en particulier à Bruxelles, pour les aides à l'emploi, pour aller chercher les demandeurs, les personnes en besoin de formation? Je pense qu'il faut renforcer les moyens alloués aux opérateurs qui sont précisément dans ces quartiers. Les CPS en sont est un acteur important au niveau local. On a traversé 4 longues années compliquées et effectivement, on vit encore les effets de la crise Covid. Mais est-ce qu'on a déjà fait le bilan de ces outils qui sont créés parfois par une commune, parfois par une ASBL en fait, financée de diverses manières? Effectivement, on a une série de personnes qui passent par ces dispositifs, mais on n'a pas forcément les données statistiques pour savoir si, in fine, ils ont recouvré un emploi. Est-ce que ça ne serait pas une vraie compétence régionale? Mais dans les faits, force est de constater que ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ne reviennent pas au CPS. Pour moi, ça, c'est un indicateur. C'est de miser sur une insertion durable. Et donc, l'outil contrat d'insertion que nous avons en CPS est un outil intéressant. Et c'est vrai qu'on a pu vivre une réforme de ce dispositif avec une dimension de formation importante. Ce sont quand même 300 heures de formation qui sont aujourd'hui accessibles pour les personnes qui sont sous ce type de contrat, miser sur l'insertion durable. Et donc, pour moi, c'est important que ces acteurs locaux, que sont les CPS, les missions locales pour l'emploi, les organismes d'insertion sous-professionnelle, qui font face à des chercheurs d'emploi souvent peu qualifiés et qui sont en plus en proie à des difficultés sociales, le logement, qui sont pas stabilisés au niveau logement, qui sont parfois dans des situations de surendettement, des problématiques familiales. Et donc, l'accès vers l'emploi est en soi un chemin très compliqué. Chez les engagés, M. Deneuve, c'est quelque chose qu'on veut soutenir, renforcer, évaluer éventuellement, organiser autrement ces missions locales. Il y en a dans toutes les communes, hein, même il y en a 9. L'évaluation... J'allais dire même dans les belles communes, sans vouloir... L'évaluation, c'est exactement de ça dont je voulais parler. Il n'y a pas de culture de l'évaluation à Bruxelles. On a des organismes qui travaillent, ils ne sont jamais évalués. On lance une multiplicité d'initiatives à gauche, à droite, régionales, communales, etc., qui ne font jamais l'objet d'aucune évaluation. Donc, tant que vous ne savez pas les fruits éventuels que porte votre politique, vous n'avez aucune chance de la rendre meilleure. Et donc, je peux vous dire que si nous venons au gouvernement et nous y sommes candidats, ce sera pour avoir une évaluation sérieuse d'un paquet de structures et d'organismes au niveau régional bruxellois. Alors, ça va nous amener à un chapitre, et j'avais promis important, hein, c'est vraiment la question de la formation et l'évaluation des formations proposées à Bruxelles. C'est un chapitre, je vous propose un petit jingle, le temps que vous mettiez de l'ordre dans vos notes, parce qu'apparemment, tout le monde en a quelques-unes. Sylvie Willox, est-ce qu'il faut rendre les formations obligatoires? Est-ce qu'il faut sanctionner des chercheurs d'emploi qui ne se forment pas, par exemple, à un métier en pénurie? J'ai presque envie de vous dire, je ne sais pas. Ah oui? Si j'étais honnête, je vous répondrais, je ne sais pas. Parce que vous avez deux pièges. Quand vous forcez quelqu'un à suivre une formation, il y a peu de chances que ça marche. Et en même temps, et on le voit sur les dispositifs dans d'autres pays, si c'est forcé bêtement, ça ne marchera pas. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la seule question qu'on doit avoir et se poser, c'est est-ce qu'on est disposé à sanctionner des gens qui ne le suivent pas, ce qui est deux choses différentes. Et donc, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui a arrêté, et moi je l'ai vu au comité de gestion de Bruxelles Formation, on a aujourd'hui des difficultés à trouver des jeunes pour remplir, à l'époque, la garantie jeune de moins de 25 ans qui sont d'accord de se former et qui vous disent, et ça je pense à une vraie réflexion sur notre société, y compris sur la qualité de l'enseignement, je ne veux pas apprendre. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre. Pourquoi? Parce que son image de l'apprentissage est une image qui est dévalorisante, avec probablement une forme de traumatisme de la manière dont ils ont pu être traités. Donc la chose est un peu plus compliquée que de dire il faut forcer ou pas forcer. Il faut en tout cas encourager et éventuellement sanctionner ceux qui refusent de rentrer dans un dispositif de formation ou d'auto-apprentissage. Et c'est pour ça que je pense que la nuance aujourd'hui est relativement importante, c'est que toutes les formations qui sont données telles qu'elles sont données ne conviennent pas forcément à tout le monde. Donc avec un peu de modération, et la réponse est oui, mais avec de la modération. Alain Deneuve, il y a quelque chose à revoir dans l'offre de formation actuellement à Bruxelles, que ce soit dans l'offre ou dans la manière dont on suit les gens qui suivent des formations?
Oui, parce que le monde de l'entreprise change en permanence et donc il faut évidemment l'adapter. Mais vous savez, il y a aussi des dispositifs qui ne sont pas tout à fait de la formation, mais qui permettent quand même à des jeunes de se former. Vous avez toutes ces écoles, Bicode, Ball & Geek, etc., où des gens peuvent se former, peut-être avec un appétit plus grand, parce que ça touche à la tech. On vise un public éduqué. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est au contraire. Et c'est ça la beauté de ces initiatives, c'est que ça vise un public très populaire, mais qui se sent plus attiré par des choses qui touchent un peu tangentiellement à leur monde à eux, qui est le monde du numérique dans lequel ils sont nés. Eh bien, là aussi, il faut faire en sorte qu'il y ait 10 Ball & Geek. Et ça, c'est pas de la formation tout à fait organisée classiquement. Il faut faire bouger les choses pour répondre à une ville qui bouge, une économie qui bouge et des entreprises qui évoluent. Je reviens avec ma question de départ vers le PTB. L'idée qu'on sanctionne ou qu'on soit plus dur avec des chômeurs, des demandeurs d'aide diverses qui ne se forment pas, qui refusent, c'est un casus belli pour le PTB, c'est no passaran, jamais. Oui, donc vous avez déjà répondu à ma place. Mais la question des sanctions pour un refus... Parce que j'avais une petite idée. Mais, oui, voilà. Mais vous avez raison. Mais la question des sanctions, si on refuse un emploi dit convenable, parce qu'il y a des règles, ou une formation qui correspond à ses capacités convenables, ça existe depuis le début de la sécurité sociale. Hein. Oui, mais ce qu'on dit quand je creuse le dossier, c'est que c'est plus compliqué de sanctionner en région bruxelloise qu'en région wallonne. Que voilà, il faut réunir plus de monde, etc. Et donc finalement, on protège plus les demandeurs d'emploi à Bruxelles qu'en région wallonne. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai interrogé différents acteurs. Alors il y a des sanctions dans la région bruxelloise, c'est incontestable. Mais on ne va quand même pas obliger quelqu'un à suivre une formation, à entrer dans une profession dont il n'a pas du tout envie de travailler. C'est une question de droit humain. Tantôt, je vous ai dit qu'il faut partir de la réalité des chômeurs. Et une partie d'entre eux sont traumatisés, donc ils ont besoin d'un accompagnement humain. Et dans toute la palette de formations qui existe, il est presque certain que le chômeur, s'il est mis en confiance, va accepter une des formations qu'il y a. On parle de formation, notamment pour les métiers en pénurie. Alors, je vous propose un extrait d'interview. C'est Thomas Dufresne qui, de nouveau, en se promenant dans Bruxelles, a rencontré un employeur, un patron, et écoutez ce que lui a à vous envoyer comme message. Le Covid, par contre, a été un tsunami pour nous tous, et surtout, ça l'est encore aujourd'hui. On paye encore les pots cassés du Covid. C'est-à-dire comment ? Des crédits qu'on continue à payer aujourd'hui. L'État nous a fait la fleur de nous prêter de l'argent. On le remercie pour ça. Maintenant, le taux d'intérêt, le cadeau, c'était le taux d'intérêt, 1,75%. Ça reste de l'argent qu'on doit rembourser. Et aujourd'hui, ça nous coûte, dans une période où toute une autre série de facteurs ont rendu la chose plus compliquée, c'est un problème de plus qui s'ajoute et qui s'ajoute. Et aujourd'hui, très clairement, je crois que le secteur est un peu à bout de souffle. Madame Philippe, est-ce qu'il y a une urgence pour le secteur Horeca ? Est-ce que c'est un secteur particulier ? Et de nouveau, on est dans un débat régional, que peut-on proposer à l'échelle de la région bruxelloise ? C'est sûr que le secteur Horeca est un secteur particulier, on en a parlé, c'est un secteur en pénurie, qui a des conditions de travail aussi particulières. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on veut dire par particulière ? C'est quoi ? C'est que c'est plus dur ? C'est des horaires différents, c'est peut-être des imprévisibilités aussi de quand on peut travailler, quand on ne peut pas. Et puis, comme monsieur l'a dit très justement, il y a eu cette période de Covid, alors on espère que ça ne va pas se reproduire, mais cette période de Covid où nos institutions n'étaient absolument pas prêtes à faire face à une telle situation. On a vu que la Belgique était un État en faillite quand il s'agissait de réagir face à une crise d'une si grande conséquence. Donc, on a remis pendant la période Covid beaucoup de choses au pouvoir régional et aux pouvoirs locaux. Et maintenant, voilà, on en paye un peu les pots cassés de cette désorganisation. Barbara Tract, est-ce que l'Horeca n'a pas la particularité de réunir toute une série d'entreprises qui sont finalement tout le temps à flux tendu, qui sont toujours au bord de, on ne va pas dire la faillite, mais en tout cas au bord des difficultés, parce que voilà, tout est plus compliqué pour un Horeca que pour d'autres types d'établissements. Et alors de nouveau, dans les compétences régionales, qu'est-ce qu'on peut promettre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les 5 années à venir pour ce secteur ?
Donc, c'est particulièrement le cas aujourd'hui. C'est un secteur qui est devant des difficultés vraiment préoccupantes que monsieur dit dans votre reportage, je disais tout à l'heure au journal, est une réalité qui est rencontrée par de nombreux établissements suite au Covid, augmentation des coûts de l'énergie, l'inflation. Tout fait qu'une équation qui était parfois un petit peu délicate, mais enfin qui tenait la route, aujourd'hui ne tient plus la route pour beaucoup d'établissements. Alors, sur le plan structurel, pour aider l'ORECA, l'essentiel des leviers, il est au fédéral. L'essentiel des leviers, il va tourner autour du coût du travail, notamment. Et donc, au niveau régional, pour aider structurellement, avec les outils incitatifs régionaux, on ne sait rien faire pour les aider structurellement. C'est pas un aveu d'impuissance, ça ? C'est un aveu d'impuissance en termes de compétences. C'est pas un aveu d'impuissance en termes de volonté. Justement, le prêt dont monsieur a parlé il y a un instant, qui a été dégagé pendant Covid, ou les primes qui ont été dégagées pendant Covid aussi, des primes ponctuelles, elles ont été dégagées par la région. Donc la volonté d'aider, elle est bien là. Mais pour aider structurellement l'ORECA à faire face à ces difficultés, les leviers, les compétences sur le plan légal, elles relèvent plutôt du fédéral. On entend quand même souvent l'ORECA parler des travaux qui posent problème, des aménagements locaux, des doutes pour les gens sur la sécurité en rue, sur l'offre de sortie, etc. C'est quand même aussi quelque chose qui vous interpelle. Là-dessus, certainement. Mais si rien n'avait changé par ailleurs, donc en termes de mobilité ou en termes de sécurité, etc., les établissements ORECA seraient dans une difficulté à cause de Covid, à cause du fait que leur trésorerie a été vidée et à cause notamment du coût de travail qui a augmenté, de l'inflation, et c'est légitime. Et ces difficultés-là, par rapport à ces difficultés-là, structurellement, les leviers sont au fédéral. Myriam Amrani, on peut proposer quoi alors pour les restaurateurs qui nous regardent et qui vont voter à la région le 9 juin ? Mais je pense que c'est important de pouvoir, au niveau local, effectivement, même si ce n'est pas une compétence ni régionale ni locale, que de penser à une réforme fiscale qui les privilégierait. L'idée ici, c'est de continuer à être créatif au niveau local pour essayer de promouvoir une vie de quartier, une vie communale. Et dans la commune dans laquelle je vis, on a beaucoup d'ORECA. Et donc, on veille à avoir une vie en tout cas culturelle, très dynamique. Et dans les faits, ça participe aussi de leur succès au quotidien. Donc, je pense que ce sont tous les niveaux de pouvoir qui doivent pouvoir être, en tout cas, créatifs pour faire que ce secteur aille mieux. On va être très concret. Qui ici a une idée, un exemple, un modèle, quelque chose qui a été fait à Bruxelles, que ce soit à l'échelle régionale, éventuellement locale avec un soutien de la région, et qui aide l'ORECA dans un établissement qu'il connaît, quelque chose qui a bien fonctionné. Si c'est possible, vous devez tous avoir au moins un exemple à me donner sur ces dernières années, on a fait ça et ça a profité à tel restaurant, à tel snack où je t'entends. Madame Tract, et puis après on entendra l'opposition qui commence à être en retard. Il y a eu des primes, il y a eu des prêts, où on a permis par exemple à étendre les terrasses sur des places de parking. Ça a aidé énormément pendant la période Covid et encore aujourd'hui des établissements ORECA, en améliorant aussi l'espace public, en permettant à davantage de personnes de profiter de l'espace public, en prenant de l'espace, par exemple sur l'espace qui était dévolu avant à la voiture, on a aidé l'ORECA. Du côté des engagés ou du PTB, tiens oui, un exemple. Oui, donc un exemple qu'on a soutenu, que le gouvernement bruxellois a fait, c'est le gel sous condition des bons commerciaux. Donc c'était une piste intéressante. Donc il faut savoir qu'une des raisons durant le Covid pour lesquelles les commerçants ont perdu toutes leurs économies, c'est que pas toujours, mais souvent, ils ont dû continuer à payer leur loyer. Et quelquefois, j'avais le feedback des commerçants, c'est un loyer de dingue. C'est exagéré, c'est pas correct d'exiger autant de loyer. Mais certains propriétaires ont accepté de sauter le loyer. Et puis ensuite, il y a eu cette chose, le gel de loyer. Malheureusement, ça n'a duré qu'un an ou un an et demi, je ne me souviens plus exactement. Donc c'était une bonne mesure, mais limitée dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a l'effet de retour. Et donc, il faut vraiment réfléchir, autant pour les habitations que pour les petits commerces et l'ORECA. La question du loyer doit être quelque chose qu'il faut réguler. Alain Denet, un exemple, quelque chose qui s'est produit à Bruxelles, que vous verriez bien se répéter ? Écoutez, ce qui a été fait pendant la période de la crise sanitaire, c'est bien. Mais le problème aujourd'hui, et regardons vers le futur, c'est la crise structurelle de l'ORECA, avec la hausse continue des salaires, de l'énergie, des matières premières. Donc les réponses doivent être structurelles. Et on sait qu'en grande partie, les leviers sont au niveau du fédéral. Le fédéral est en affaires courantes. On ne sait pas quand on aura un nouveau gouvernement. Et donc, nous, de manière très claire, les engagés, nous demandons qu'à titre transitoire et jusqu'à la formation d'un gouvernement fédéral, on abaisse le taux de TVA pour l'ORECA à 6%. Sauf, bien entendu, les boissons alcoolisées qui restent à 21%. Sinon, le tsunami actuel de faillite
176, 170 en février, 216 en mars, et je ne vous parle pas de toutes les exploitations qui sont devant le tribunal de l'entreprise en procédure de redressement judiciaire, vont nous mener à une catastrophe. On n'a pas le temps d'attendre. Et le fédéral doit prendre ses responsabilités, même en affaires courantes. Il peut abaisser le président de parti nous regarde et que donc il peut abaisser le taux. Il peut abaisser le taux puisqu'il y a consacré aux compétences fédérales. Olivier Willox, un exemple, et puis après on reviendra peut-être à d'autres thématiques. Je vais le prendre sur le temps de parole de Barbara Trac parce qu'elle a fait des choses très bien. Donc je veux dire, je n'ai pas encore bien compris ma position parce politique. Vous serez obligé de dire quelque chose de positif sur Olivier Willox. Non, je trouve que quand c'est juste, on a aussi aidé des entreprises à faire des médiations, trouver des solutions avec les propriétaires, etc. Donc la région a financé tout ça, y compris aider les entreprises à faire des PRJ dans le domaine de l'ORECA en particulier, mais aussi en général. De réorganisation et donc je pense qu'on a été très très smart dans la gestion à Bruxelles et plutôt économe. Sur la gestion, on connaissait la crise financière qui allait arriver sur Bruxelles et donc on a été, mais je pense que ça a été hyper rapide et super bien géré. Donc voilà, un compliment. Il y avait quand même un des restaurateurs qui nous disait que ce qui l'inquiétait, c'était de voir arriver des gros groupes de restauration et qu'il n'y avait plus le petit restaurateur du coin celui qui fait sa recette à lui, etc. Vous avez posé la question sur le passé, je réponds sur le passé. Je veux dire, il y a des choses qui ont été bien faites, il faut le dire, et il faut avoir la correction de le dire, pas de souci avec ça. Le problème, c'est qu'effectivement, la question, c'est l'avenir. Et donc, le problème, c'est qu'on a un secteur en concurrence parfaite, avec des augmentations de coûts, et qui a du mal à répercuter, en fait, ce qu'il devrait faire dans une économie normale, libérale, c'est faire en sorte que le steak ou le spaghetti coûte plus cher pour répertoire. Ils n'osent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, en particulier sur Bruxelles. Et en fait, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'ils ne trouvent pas de personnel, et ça, c'est quand même un peu globalement absurde. Donc, il y a des contraintes qui peuvent être levées. J'ai toujours un peu du mal, intellectuellement, je comprends la demande de l'abaissement de la TVA, mais en fait, dans une concurrence parfaite, c'est jamais temporairement. On peut ajuster et probablement faire des dispositifs temporaires, mais de manière définitive, c'est pas forcément ça qui va apporter. On a beaucoup plus de problèmes dans l'ORECA aujourd'hui sur la flexibilité du travail. Et donc, y compris tout le débat sur la défiscalisation. On a un gros souci, parce qu'elle demande des pourboires, et savoir comment est-ce qu'on peut retravailler sur les pourboires, la question de la défiscalisation des pourboires. Je reviens avec ma question. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour un certain type de restauration, la restauration, la petite restauration dans le sens du cuisinier, ils sont 2, ils sont 3 dans l'établissement, parce que maintenant il y a des normes qui arrivent. C'est impossible aujourd'hui de gérer ça dans les conditions dans lesquelles on est. C'est impossible. Et on peut faire quelque chose à l'échelle bruxelloise pour préserver ces... On pourrait, je ne sais pas moi, proposer des aides régionales pour un certain type d'ORECA, oui, non Moi, je rappelle le dispositif FPIE. Je pense que ces petits restaurateurs peuvent faire appel à ce type de dispositif. Je pense que c'est sous-utilisé. Et donc là, c'est du personnel qui peut être mobilisé, formé au métier. Voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres pistes également. On a pris l'exemple de l'ORECA parce que c'est un des secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Il y en a d'autres. On avait évoqué les soins infirmiers. Est-ce qu'il faut à un moment donné un plan spécifique sur les métiers en pénurie et concrètement, je leur ai posé souvent aujourd'hui cette question, mais à l'échelle de la région, on propose quoi ? On délie les cordons de la bourse, on met des acteurs autour d'une table, c'est quoi qui manque Olivier Willox, et puis après on retournera chez Défi et Écolo qui commencent à être en retard de temps de parole, je pense. Mais je pense qu'il y a un premier débat, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les écoles forment aux métiers qui correspondent aux besoins. C'est pas le cas aujourd'hui ? C'est pas le cas du tout aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui les grosses filières de l'enseignement qualifiant aujourd'hui, c'est en tout cas pas la construction, c'est en tout cas pas les soins médicaux, et donc ça ne correspond pas. Donc la réalité aujourd'hui, c'est les filières les plus occupées, c'est assistant employé de bureau, assistant comptable, c'est pas des métiers du futur. Et donc comment est-ce qu'on va faire demain avec l'enseignement ? C'est prévu dans la discussion avec le Pacte pour l'excellence. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'orienter l'enseignement vers des métiers, et en particulier dans le qualifiant. Madame Ambrani, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'au Parti Socialiste on préconise pour finalement offrir à ces employeurs qui veulent recruter des gens, pourquoi pas des jeunes, on parlera après d'autres profils qui sont Encore une fois, il faut rendre les conditions de travail attractives. Les jeunes ne sont pas dupes. Ils voient bien leurs aînés être dans des situations de pénibilité au travail. C'est pas une question, comme dit M. Willox, d'offres de formation Oui, évidemment, la formation, on l'a évoqué tout à l'heure, donc on peut en parler encore et encore, mais je pense que la question de l'attractivité, simplement du sens, de dire je me projette dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a besoin de se projeter dans l'avenir, et ces secteurs-là ne séduisent pas, et je pense qu'il y a un enjeu de faire connaître les métiers, et donc la Cité des métiers est une institution qui permet de faire connaître un petit peu
plus ce qui existe en termes d'offres de formation. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, travailler dans la construction, aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est abstrait. On a l'image assez stéréotypée. Donc, il va falloir reséduire. Moi, je vous parle de jeunes que je côtoie au quotidien, au CPS, dans les quartiers dans lesquels j'évolue. Honnêtement, demain, leur proposer de travailler sur des chantiers... bof, voilà, pas très enthousiaste. N'avait pas l'air trop d'accord, c'est quoi? Parce que vous misez chez Ecolo sur la rénovation du bâti pour créer de l'emploi dans la construction notamment, c'est ça votre... Nous misons, mais je pense qu'on doit collectivement le faire, et ce sera le cas dans les années qui viennent. On va devoir rénover énormément de bâtiments. Oui, mais vous avez à côté de vous une partenaire, en l'occurrence, qui dit ça n'attire pas les jeunes, alors on fait quoi? Oui, mais donc, effectivement, il faut offrir des formations qui sont émancipatrices. Je pense qu'on doit le faire avec le secteur lui-même, pour avoir des formations qui soient correctes sur le fond. On doit aussi travailler sur les méthodes, je rejoins ce qui a été dit auparavant, des méthodes qui soient attractives et qui attirent aussi les jeunes vers ce type de métier où effectivement il y a des opportunités. Donc l'opportunité plus une méthode attractive. Moi je pense aussi, j'aurais parlé des personnes qui sont peut-être plus sans voix sur notre territoire. Il y a des personnes qui en fait veulent travailler, mais qui ne peuvent pas le faire, soit parce qu'elles n'ont pas les équivalences de diplôme, donc c'est pas exactement toujours une compétence régionale, communautaire, mais ça concerne aussi ces élections. Là je pense qu'il y a une vraie difficulté et une vraie marge de progression, pour dire les choses gentiment, en termes d'équivalence de diplôme, ou aussi, pour les métiers en pénurie, au moins, de régulariser les personnes sans papier. Je pense que c'est aussi, par exemple, une revendication de la fédération Horeca. Alexandra, Philippe Chédéfi, qu'est-ce qu'on propose concrètement comme mesure pour résoudre ce problème de pénurie? Déjà, les interlocuteurs sociaux sont déjà mis autour de la table et on a développé quand même 4 axes et des actions à mettre en place. Donc, orienter pour améliorer l'image des métiers, inciter, encourager à se former et rapprocher les chercheurs d'emploi du monde de l'entreprise. Et ça, on l'a déjà dit. Ça paraît très théorique. Donc, concrètement, comment on fait pour rapprocher les chercheurs d'emploi pour mieux orienter les gens? Il y a des postes vacants en Flandre, par exemple. Qui sont également dans les mêmes, qui peuvent regrouper les mêmes caractéristiques que les chercheurs d'emploi qui sont à Bruxelles. Il faut absolument miser sur cette coopération avec la Flandre. Pour l'instant, il y a 57 000 Bruxellois qui travaillent en Flandre. On aimerait bien augmenter ça à 2000 personnes, à 2000 en plus. Et seulement 25% des Bruxellois qui estiment parler correctement le néerlandais, qui est pourtant la première langue nationale. Un des enjeux de la législature qui s'achève, c'était de créer une cité des langues. On a souvent entendu que ça n'avait pas assez avancé, que le projet avait été abandonné, remplacé par autre chose. Qui a un avis sur cette cité des langues et sur la façon dont on forme les gens aux langues à Bruxelles? De toute façon, vous devrez tous y passer, parce qu'on sait que c'est une des clés de l'emploi aussi. Alors, Monsieur Denet, tiens, je vous prends au hasard sur cette question de l'apprentissage des langues hors école. On parle bien des formations et de ce qui est proposé pour les gens qui disent moi, je sais travailler, mais ce qui me manque, c'est la langue. Par exemple, pour aller en Flandre. Alors, une des bonnes choses qu'a fait ce gouvernement, il faut parfois pouvoir le reconnaître, c'est le Conseil du multilinguisme, présidé par Philippe Van Parijs, et qui est venu avec toute une série de recommandations. Oui, une cité des langues me paraît une bonne chose, mais ça, je constate qu'elle n'a pas vu le jour. Donc ça, c'est quand même une pierre dans le jardin de Bernard Clairfailly. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez Voilà. Oui. Mais vous savez, nous on juge le gouvernement plutôt collectivement. Vous savez, il est collégialement quand même responsable de ce qu'il a fait, ou en l'occurrence de ce qu'il n'a pas fait. Il est essentiel de faire cette cité des langues, comme d'ailleurs une semaine des langues. C'est également aussi proposé. Il y a tout le volet qui concerne l'enseignement, mais il y a aussi ce qui se passe après l'enseignement. Il n'est pas acceptable qu'aussi peu de gens maîtrisent le néerlandais qu'on demande dans pratiquement 3/4 des offres d'emploi. Alors ça devient une inadéquation qui est mortelle pour la mise à l'emploi. Alexandra Philippe, ça doit vraiment être une priorité. Je vous le redemande d'abord parce que vous êtes un peu en retard de parole, et puis on le répète, c'est une compétence de Bernard Clairfailly. Il a raté quelque chose ici avec la Cité des langues? Non, je crois qu'on prend un peu le problème dans le mauvais sens. On sait très bien qu'il y a un problème linguistique. Il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail et qui ne parlent pas ni le néerlandais ni le français. Alors nous, je le répète, on a mis en place ce bilan de compétences qui est entré en œuvre depuis septembre 2023. Donc, on a déjà pu tester certaines personnes et on teste les demandeurs d'emploi en fonction du métier, du lien avec le numérique et du linguistique. Donc, forcément, à ce moment-là, on pourra déterminer quelle est la meilleure formation pour le chercheur d'emploi pour qu'il puisse apprendre le français, le néerlandais, l'anglais. Mais si j'entends bien ce que vous avez dit dans les échanges précédents, jamais sur base obligatoire. Pas question d'obliger quelqu'un à prendre un cours de néerlandais ou d'anglais. Ça ne fonctionnerait pas.
Non, nous l'obligation, c'est à moi que vous... Oui, je posais la question. Je pense que les autres n'ont pas l'air d'être plus demandeurs non plus qu'on oblige. Parce que, allez, on évoquait l'école secondaire, l'école obligatoire. Et là, on doit avoir du néerlandais, on doit avoir de l'anglais. Mais un chercheur d'emploi qui ne parlerait pas le néerlandais, on ne peut pas lui dire tu dois prendre des heures de cours de néerlandais. Parce que là, ça n'irait plus. C'est quand même parfois surprenant pour l'observateur neutre, je vous le dis. Moi, je n'y serais pas opposé. Donc, aux engagés, la question, c'est l'efficacité de la mesure. C'est le seul débat. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de sanction à la fin, c'est pas le fait de s'inscrire, c'est le fait de réussir quelque part. Et ça, c'est un peu plus difficile parce que ça dépend des moyens de tout un chacun. Et ça peut donner un peu un sentiment de certains seraient discriminés par rapport à la difficulté qu'ils peuvent avoir. Francis Dagrin, sur les métiers en pénurie, que dit-on au PTB? Alors, les rendre plus attractifs, oui, ça, tout le monde est d'accord. Concrètement, avec les compétences régionales, qu'est-ce qu'on peut faire pour, notamment dans les métiers qu'on citait, de la construction, où les employeurs veulent recruter? Oui, quand on voit la liste des métiers en pénurie, les 108 dont vous avez parlé tantôt, donc il y a 2 raisons pour lesquelles l'employeur a difficile de trouver un ou une travailleuse. La première raison, c'est la question de la formation. Donc, on l'a assez abordé ici, je pense. Donc, c'est un phénomène très important. Il faut former les demandeurs d'emploi. Mais la deuxième raison, il faut pas faire la politique de l'autruche, c'est la question des conditions de travail. À la fois l'attractivité du métier. Donc, tantôt, on a évoqué la question des infirmières dans les hôpitaux. Ben, vous savez qu'au niveau formation, on a assez d'infirmières en Belgique, mais une grande partie d'entre elles abandonnent le métier à cause des conditions de travail, à cause du manque d'attractivité. Donc on peut en former autant qu'on veut. Si le métier n'est pas attractif, elles vont décrocher les unes après les autres. Donc il faut absolument rendre ce métier plus attractif. Et ça doit se faire en concertation avec les syndicats. Alors il y a un point qu'on n'a pas encore abordé qui est important, c'est la question des discriminations. Il y avait dans l'accord de gouvernement l'idée de faire des contrôles à l'aveugle sur base de CV. On allait les envoyer aux entreprises, 2 fois le même CV mais avec un nom différent, une origine différente. Il y a eu très peu de sanctions, peu de volonté d'aboutir, m'a-t-on même dit. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Où est-ce que ça a coincé? Je me tourne vers Madame Tract et puis vers Madame Philippe. Voilà. Est-ce qu'on a voulu, à tous les niveaux, mener ces contrôles et, on va dire les choses clairement, coincer les employeurs racistes? Donc, j'ai du mal à m'exprimer à la place de mon collègue sur cette question. C'est la faute de Bernard Clairfailly si ça ne s'est pas fait? En tout cas, c'est dans ses compétences. Donc, je veux dire, c'est difficile pour moi. Je peux en parler si vous voulez. Non, on a évolué sur la discrimination à l'embauche, je ne suis pas d'accord. Les testings, à la base, ils étaient faits uniquement sur une base quand on portait plainte. Maintenant, c'est quand il y a une suspicion objective et raisonnable. Et voilà, c'est vraiment on a aussi mis en place 15 engagements forts pour sensibiliser les employeurs. La discrimination à l'embauche, c'est resté et ça restera une de nos priorités, évidemment. Mais alors, Barbara Tract ne veut pas répondre pour laquelle je pose la question à Mme Amrani. Vous avez l'impression que vraiment, voilà, tout le monde a voulu jouer le jeu, ou bien vous pouvez dire ici, non, il y a eu des blocages et voilà, c'est une question trop sensible pour certains, apparemment. On ne veut pas imaginer qu'il y ait des patrons racistes. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un tabou, effectivement, et c'est compliqué de dénoncer ouvertement. Donc, même si le BIT et le Bureau international du travail pointent la Belgique sur cette question depuis des années. Donc, on est un très mauvais élève au niveau européen. La question de la lutte contre les discriminations à l'emploi et à l'embauche reste très prégnante en Belgique et à Bruxelles a fortiori. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu là de pouvoir travailler à déconstruire les représentations. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas suffisamment fait. Donc, je pense que sur le plan législatif, des choses existent, des dispositifs existent. On a, sur le plan juridique, développé un arsenal relativement important. Mais je crois que ça se joue au niveau des représentants. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, soit tout va bien, soit c'est la charge de la preuve qui est compliquée. Enfin bref, toujours est-il que je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir déconstruire les représentations. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, l'image de certaines personnes, qu'elles soient en situation de handicap, qu'elles soient d'une certaine origine ethnique, si en plus elles vivent dans certains quartiers, qu'elles sont d'une origine sociale spécifique, qu'elles sortent d'un certain type d'enseignement. Évidemment, ce sont autant d'obstacles. Si en plus elles sont mamans solo avec enfants à charge, ce sont autant de difficultés et d'handicaps pour avoir accès à l'emploi. Francis Dagrin, qui voulait réagir là-dessus? Oui, donc tantôt on a évoqué la perte de confiance en soi. Quand on est confronté, quand on cherche un emploi, quand on est confronté à une discrimination
peu importe laquelle, mais le racisme est certainement la forme la plus violente de discrimination, c'est difficile après de remonter la pente et de repartir. Alors, il y a eu dans la législature précédente une ordonnance, une loi bruxelloise, sur le testing proactif. Il y a eu en moyenne 2 testings. Donc, ce n'est pas la question où il y a eu 2 sanctions, il y a eu 2 testings en moyenne par an. C'est très peu. C'est de la rigolade, ça c'est pas sérieux. Donc, s'il y a une loi, s'il y a une structure prévue et le ministre de l'Emploi est en charge de l'inspection régionale du travail, il devait effectivement lancer plus de testing. Il a dit oui, mais il y a quelques failles dans la loi, on va la modifier. Donc, elle a été modifiée et depuis, il n'y a toujours pas plus de testing proactif pour lutter contre les discriminations. Même constat, il n'y a pas assez de testing, Olivier Willox, Alain Denef? Je peux vous assurer qu'en tant qu'employeur, j'ai reçu comme ça quelques CV anonymes, mais pas anonymes, c'est-à-dire faux. Pour nous, ça reste quand même toujours un faux en écriture. Et quand vous convoquez la personne, elle ne se présente pas. Donc, votre image de la personne visée n'est pas très positive. Et donc, la personne qui travaille pour moi, qui essayait toujours d'appeler pour la 7e fois la personne, a finalement eu une opinion assez négative de certaines personnes qui habitaient dans certains quartiers. Elle n'habite pas à Bruxelles, mais son opinion, c'est en tout cas, ils ne sont pas sérieux, ils écrivent, mais après, quand on essaie de suivre, il n'y a rien. Donc, attention aussi à ne pas renforcer, et je suis très sensible à la question de, il faut déconstruire, il ne faut juste pas les renforcer sur ce type d'option-là. La seule chose que je voudrais quand même rappeler, c'est que 55% aujourd'hui des nouvelles créations d'entreprises sont faites par des personnes qui sont en tout cas issus de la diversité et pas des Belges de souche. Et donc aujourd'hui, les grandes problématiques qu'on a de discrimination, c'est plutôt dans une entreprise qui a une certaine origine majoritaire et qui ne souhaite pas engager des gens d'une autre origine que la sienne. Et donc, on a des sociétés, si vous regardez aujourd'hui, qui deviennent très homogènes, mais qui ne sont pas forcément dirigées par quelqu'un. Donc, diversité, pas de mixité, c'est ça? C'est ça, diversité, mais pas de mixité. Et ça, c'est un des vrais enjeux de Bruxelles aujourd'hui. Alors, une autre source de discrimination, et qui est avérée par différentes études, c'est celle sur l'âge. Comment on fait avec les, allez, je vais dire 50 plus ou 55 plus, voilà. Mais comment on fait pour que ces gens-là arrivent à l'entretien d'embauche et leur chance? Est-ce que c'est une question de durée du travail sur la semaine? Est-ce que c'est une question de volonté des employeurs? Est-ce que c'est une question de coaching? Est-ce que c'est une question d'adaptation aux nouvelles technologies? On est globalement, et je vous en félicite, à égalité dans les temps de parole. Alors, qui a une idée originale, une proposition concrète pour permettre aux 50+, qui seraient touchés par une restructuration, de trouver du travail? Madame Philippe, et puis peut-être après le PTB? Je crois qu'on n'a pas encore insisté beaucoup dans ce débat sur la formation en continu. Si on sait que la personne qui est un peu plus âgée, plus mûre, on va dire, et qui arrive devant vous, a eu une formation dans tout ce qui est peut-être numérique, etc., vous pouvez avoir une espèce de garantie que cette personne sera adaptée dans le monde de l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas non plus toujours au pouvoir public d'obliger une entreprise à former aussi par la suite. Mais nous devons, en tout cas, en tant que pouvoir public, s'assurer que les personnes demandeurs d'emploi arrivent devant un employeur et soient en mesure d'être adaptées à cette entreprise. Et le numérique est clé dans Myriam Amrani, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont plus de 50 ans et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, parfois aussi cassés, parce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils perdraient leur emploi? Et puis, je retournerai chez M. Dagrin, à qui j'avais promis la parole, mais vous l'avez demandé et ça m'est sorti de la tête. Mes excuses. Mais donc, on le sait, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une carrière de 40 ans de travail dans la même entreprise, etc. Ce mythe-là, aujourd'hui, on sait bien que c'est terminé. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi penser en termes de reconversion professionnelle. On l'a dit tout à l'heure, il y a des secteurs en pénurie. Je pense qu'il y a de nombreux travailleurs et travailleuses qui souhaiteraient changer de secteur d'activité, qui souhaiteraient relever de nouveaux défis et qui craignent d'être pénalisés, de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Et donc on encourage comment ces gens-là? On travaille sur eux ou sur les entreprises? Les deux. Je pense que c'est un travail qu'on doit mener ensemble, de pouvoir convaincre des travailleurs qui sont encore en poste et sur le point, tout doucement, qui souhaitent... Et on l'a vu avec le Covid. Durant le Covid, on a eu beaucoup de personnes qui ont souhaité repenser leur carrière et je pense qu'il nous faut être encore plus audacieux pour repenser la reconversion. Et en ça, évidemment, la formation continue est déterminante. Francis Dagrin, au PTB, c'est la formation qu'on veut promouvoir pour les 50+, ou il y a d'autres manières de faire?
Donc, dans l'entreprise, c'est important d'avoir une formation en continu. Ça ne peut pas s'arrêter tout le long de la carrière. Donc pour vous, c'est au sein de l'entreprise que ça doit se faire. C'est pas aller chercher ailleurs à Bruxelles formation. C'est pas le travailleur de lui-même qui doit. C'est l'entreprise qui doit la proposer. Oui. Et il y a des subsides pour aider les entreprises dans ce sens-là. Et puis, pour le travailleur qui perd son emploi et qui a 50 ans, c'est un drame. Parce que c'est illégal, mais c'est la réalité. Il y a une discrimination à l'embauche sur base de l'âge. Vous l'avez évoqué tantôt. C'est exact. Et donc là, c'est la même chose que la discrimination pour le racisme. Il faut mener une lutte et il faut sanctionner les employeurs qui discriminent sur base de l'âge. Parce qu'un travailleur qui est plus âgé, effectivement, il a peut-être moins d'énergie qu'un plus jeune, mais il a une expérience, donc c'est une plus-value aussi, l'expérience. On va bientôt recevoir Geoffroy Fabré pour le débriefing, parce que voilà, on avance dans ce débat, mais je veux entendre les engagés, le MR et Écolo, sur les 50+. C'est une partie de notre public, ils sont là, ils nous regardent, il y en a certainement qui se posent des questions pour leur avenir professionnel. Qu'est-ce que vous leur proposez, M. Denay, au nom des engagés? Alors, je pense qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises d'aménager la fin de carrière. Il y a un gisement d'expérience formidable chez les gens plus âgés, dont on a, à mon avis, beaucoup besoin dans les entreprises pour former les plus jeunes, qui, eux, ont trop peu d'expérience. Et donc, mais ça, c'est un discours qu'un entrepreneur va comprendre, qu'un chef d'entreprise va comprendre, il engage un 50+. Mais je pense... Ce sera toujours plus cher qu'un junior qui sort de l'école. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'un chef d'entreprise peut tout à fait entendre. Vous savez... il y a des gens qui ne sont pas dans la logique pure du profit dans les entreprises, qui essaient aussi de trouver du sens à leur activité. Olivier Willox, qu'est-ce qu'on peut dire aux employeurs pour qu'ils engagent des 50+ ou des 55+? Soyez bref là-dessus parce qu'on doit avancer. Je vais faire très simple. J'ai engagé quelques personnes de plus de 55 ans et je peux vous assurer que c'était dans les meilleurs collaborateurs que j'ai jamais eu. Donc je faisais la valeur du modèle en tout cas. Et donc je pense qu'il ne faut pas se tromper. Attention à ce qu'on continue à préserver. Mais vous connaissez quand même la réalité pour les 50+. Absolument, c'est la première. UNIA le communique et donc c'est la première cause de discrimination pour aider ces gens-là. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue. Moi, quand j'ai commencé comme chasseur de tête, on me disait les gens de 40 ans, c'est trop vieux. Aujourd'hui, 57, 58, c'est bon. Je veux dire, on est en train de vraiment complètement détendre et je pense que dans quelques années, on trouvera que finalement 62 ans, c'est un âge, une belle maturité. On attend 12 ans pour que les 50+ et 62 ans et qu'on se dise que c'est l'âge pour les engager. Voilà. Je crois qu'effectivement, les carrières évoluent, je pense, singulièrement depuis Covid. On le voit tant dans les entreprises que dans l'entrepreneuriat. Que dans l'entrepreneuriat aussi, qui est aussi une source d'émancipation. Il y a l'emploi, mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Et il y a de nombreuses personnes qui, après une carrière d'employé salarié, décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il faut accompagner ces personnes et accompagner aussi les entreprises. Bien sûr, sanctionner les discriminations, mais aussi faire bien comprendre qu'une entreprise sera plus forte et plus résiliente si son personnel est diversifié. Quand vous avez dans votre entreprise uniquement des personnes identiques qui pensent de la même manière, elles ne vont pas pouvoir répondre aux défis de notre temps, aux besoins d'une population comme la population bruxelloise qui est elle-même très diversifiée. Alors, mesdames, messieurs, ça fait 81 minutes qu'on parle pour un débat qui va en faire 90. Il y a eu des points de convergence, des points de divergence. Geoffroy Fabré, journaliste à Vivacité pour le confrère de la RTBF, vous avez suivi tout cela avec attention et avec un œil évidemment très avisé. Comment vous avez senti l'ambiance finalement? Par moments détendue, à d'autres on sentait qu'il y avait plus que des nuances. Des nuances, des clashs, mais beaucoup de respect dans ce débat. Je n'ai noté aucune prise de parole, aucune personne qui n'a coupé la parole aux autres. Donc une grande qualité d'écoute, une ambiance très détendue. Ça, c'était intéressant, avec beaucoup de constats communs, notamment en termes de formation. Il faut l'améliorer, il faut la poursuivre, il faut l'adapter. Ça dépendait un petit peu de chaque partie. La pénibilité du travail aussi, parce que la formation n'est pas tout. La pénibilité du travail a été pointée notamment par le PS et par Écolo. Alors, le souci, 25% des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, que faut-il faire? Eh bien, une des possibilités, c'était de poser la question, est-ce qu'il faut les forcer à faire des formations? Et là, il y a plus ou moins une unanimité, sauf du côté du MR qui, en cas ultime, propose, M. Willox l'a reconnu, il a dit, si je dois être honnête, je ne sais pas, mais... peut-être qu'au final, il faudrait forcer quelquefois. On en arrive au premier clash, Actiris. Alors ça, c'est parti d'abord d'une surprise, puisque M. Willox et M. Dagrin, PS et PTB et MR, d'accord sur un point, il faut modifier Actiris. Stop, le PS qui estime, d'après Mme Amrani, que le problème, c'est les grandes entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Les grandes entreprises ne collaborent pas avec Actiris. C'est pour ça qu'Actiris ne marche pas. Et c'est là que le clash est arrivé. C'est de votre faute,
Madame Amrani, c'est de la faute du PS. Vous faites fuir les entreprises. Elles ne veulent plus rester à Bruxelles. Écolo intervient. Madame Tract, arrêtez ce Bruxelles bashing. Monsieur Willox, c'est la réalité, je n'y peux rien. Des filles qui tentent de mettre un petit peu, de mettre tout le monde d'accord en disant Bruxelles est un tout petit territoire et parfois on bouge de quelques kilomètres et on sort. Et là, à nouveau, Monsieur Willox, deuxième flèche, eh bien, c'est de votre faute. Vous savez qu'il y a énormément de terrains fonciers à Bruxelles et vous n'en faites rien, vous n'avez pas construit. Premier clash. Deuxième clash, M. Willox avait encore une flèche et là, il l'a adressée à des filles qui proposent, assez intelligemment, d'évaluer si Actiris est efficace ou non. Pardon, depuis 5 ans, vous avez ça en main, votre ministre là depuis 5 ans, et au bout de 5 ans, vous vous dites, tiens, il faudra peut-être évaluer. Donc, Actiris et la formation a été au cœur quand même de pas mal de débats. Au niveau des engagés, là, il y a eu un engagement de la part de M. Deneve par rapport à ces évaluations. Le jour où les engagés sont au pouvoir, c'est une garantie, on nous l'a garanti, il faudra évaluer tout ce qui est Actiris, toutes ces structures publiques qui dysfonctionnent parfois. Alors, je terminerai également avec quelques petits traits d'humour qu'on a entendus. Alors, on a été surpris d'entendre que Écolo voulait absolument poursuivre la construction de voitures. Ben oui, puisqu'il faut tout faire pour garder Audi à Bruxelles. C'était une surprise. Le PS qui est un peu fataliste, puisque Madame Amrani nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la loi du marché, c'est comme ça ». Et alors, je reviendrai sur Monsieur Willox qui nous avoue aujourd'hui qu'il n'est pas honnête parce qu'il nous l'a dit, comme je vous l'ai dit, si j'étais honnête, je dirais que, sauf que quand il nous parlait de l'obligation ou pas de formation. En tout cas, un débat très riche avec des avis. Je voulais aussi juste pointer au niveau du PTB qui a beaucoup insisté, Monsieur Dagrin, sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Actiris n'en fait pas assez, il faut en faire beaucoup plus, nous a répété Monsieur Dagrin. Merci Geoffroy Fabré, journaliste à Vivacité pour la RTBF, donc pour cette analyse détaillée. On va terminer. Alors voilà, on m'indique, Olivier Willox, vous avez de l'avance sur le temps de parole, plus d'1 minute sur certains. Donc je commence avec vous, soyez court. Vous avez quelques secondes pour me faire une promesse réaliste, concrète. On vous enregistre, vous êtes diffuseur en direct d'ailleurs, mais dans 5 ans, on écoutera ce à quoi vous vous engagez maintenant pour l'EMR. Je pense qu'on va s'engager à faire en sorte qu'on ait une vraie stratégie, notamment pour l'emploi demain. Et vous comprenez bien que c'est multifactoriel, c'est complexe. Et donc là, je vais terminer par là où j'ai commencé. C'est tout simplement en disant qu'il faut qu'on se fixe des objectifs et pas une liste de moyens comme ça a été fait dans le passé. Francis Dagrin, pour le PTB, une promesse réaliste, concrète, que vous vous engagez à tenir, quelle que soit votre situation après les élections d'ailleurs. Alors, notre vision dans la transition climatique, c'est entre autres d'encourager les transports en commun. Donc, pour nous, au PTB, on se considère comme une partie de transport en commun. Donc, la STIP, c'est 10 000 travailleurs. Si on augmente les fréquences, si on augmente les lignes, si on augmente les horaires, on veut aussi les transports en commun la nuit. Si on fait tout ça, ça sera des travailleurs en plus. Donc, à la fois, c'est bon pour la transition climatique et c'est bon aussi pour l'emploi. Renforcer la STIP pour le PTB. Madame Amrani, une proposition, une promesse même concrète et réaliste au nom du Parti socialiste. Alors, on l'a peu évoqué. Quand on parle d'emploi à Bruxelles, je pense qu'il est important aussi d'évoquer les travailleurs sans papier et les travailleuses sans papier. Ils représentent un peu plus de 100 000 personnes dans le pays et donc complètement invisibilisés. Et pourtant, ils participent au rayonnement et au déploiement de notre activité économique. Et donc, je pense qu'il importe que notre région puisse être plus audacieuse pour veiller à l'application de l'accès à un permis de travail, leur permettant d'avoir un statut digne et une protection. Je pense que c'est important de pouvoir le mettre en œuvre. Barbara Tract, une promesse réaliste, concrète au nom d'Écolo pour les téléspectateurs aujourd'hui. Oui, donc en termes de création d'emplois, je pense que c'est important de réorienter les politiques d'emploi et les politiques de formation vers les secteurs de l'économie de demain, ceux qui sont porteurs de sens, d'opportunités qui vont offrir demain aux Bruxelloises et aux Bruxellois, quel que soit leur âge, des perspectives diversifiées dans les secteurs de la construction, de la rénovation, de l'alimentation, de la mobilité et de la logistique, dans le secteur de la santé ou dans les domaines des arts ou des industries culturelles et créatives, par exemple. Alain Deneve, on vous enregistre comme les autres. On verra dans 5 ans si vous avez tenu la promesse que vous allez nous faire maintenant. Elle doit être réaliste et concrète. Alors, c'est la simplification et la généralisation de la formation en alternance qui est vraiment génératrice
à notre avis, de beaucoup d'emplois et de beaucoup de mises à l'emploi. Le système aujourd'hui n'est pas lisible puisqu'il y a à la fois une filière qui est organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et puis une autre par la COCOF, voilà. Et donc, il faut absolument mettre de l'ordre là-dedans. Toutes ne débouchent pas sur un diplôme reconnu. Les places de stage manquent, il manque de formateurs. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres où nos administrations doivent vraiment devenir beaucoup plus agiles, proactives et mouiller leur maillot de manière à aller vers ceux qui ont besoin de ces formations en alternance. Ce n'est qu'avec une administration performante qu'on aura des résultats. Alors, on va terminer avec Alexandra Philippe pour défier une promesse réaliste, concrète, au nom de votre parti, en votre nom, si vous êtes élu, hein, vous avez tous vos chances aujourd'hui. Alors, je crois que la prochaine législature doit être basée sur l'activation des jeunes sur le marché de l'emploi. Notamment, nous sommes avec un taux d'emploi beaucoup trop faible, un taux de chômage encore trop élevé pour les jeunes. Et au lieu de se renvoyer la balle entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région, maintenant, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre enseignement, le triptyque enseignement, formation, emploi, avec une meilleure coopération entre les entreprises et l'enseignement, une meilleure considération de l'enseignement qualifiant, parce qu'on a parlé aussi des métiers en pénurie, ça peut aider, et un apprentissage accru du numérique dès le plus jeune âge, et surtout, arrêter de se renvoyer la balle entre les deux. Merci à tous les 6 d'être venus échanger sur cette question. Demain, débat des têtes de liste au Parlement européen. Ce sera animé par Paul Germain. Et puis le matin, dans Bonjour Bruxelles, Fabrice Grosfilet fera face à face avec 2 têtes de liste pour la Chambre des représentants. Ce sera donc des compétences fédérales. Nabil Boukili pour le PTB, Rajam Awan pour Écolo. Belle fin de journée et à bientôt.